Aujourd'hui, je vais vous parler de l'instant de Belgitude numéro 27 que je vous ai concocté et qui s'intitule Et si la Belgique? Dans cet article, nous allons voir comment l'histoire alternative peut amener les gens à s'intéresser à l'histoire et dans ce cas-ci, évidemment, car c'est l'ADN du site à l'histoire belge. Et c'est aussi l'ADN de ma chaîne YouTube. Tout d'abord, qu'est-ce que l'histoire? L'histoire est une discipline qui cherche à comprendre et à démêler le vrai du faux dans des récits passés, récits qui peuvent être sous la forme de témoignages aussi, mais aussi sous forme de textes. Par exemple, l'historien ne se base pas seulement sur des sources comme des témoignages, comme j'ai pu vous le dire. Les documents comme les témoignages portent le nom de sources écrites. Ce sont des textes que les gens ont rédigés de par le passé. Il y a aussi des sources matérielles qui ont été confectionnées par l'homme, des sources iconographiques liées notamment à des représentations, par exemple sous forme de dessins ou de tableaux, par exemple, et finalement les sources audiovisuelles, que cela soit des films ou même des émissions radio, par exemple. Mais là, on est plus dans l'ordre du XXe siècle. Le premier historien était Hérodote. Il avait beaucoup voyagé et a notamment été dans diverses civilisations de l'Antiquité pour voir le mode de vie de celles-ci, contrairement aux récits anciens qui avaient tendance à mélanger des récits mythologiques avec des événements bien réels. Hérodote, lui, a été le premier à enquêter, à faire ses enquêtes, car histoire vient du grec historier, qui veut dire enquête. Hérodote recherchait les causes des événements passés et leurs conséquences, mais il regroupait aussi les sources et les comparait. Maintenant, qu'est-ce que l'histoire alternative? Donc, l'Uchronie ou l'histoire alternative est un genre littéraire qui peut aussi se décliner cinématographiquement, qui consiste à la différence de l'histoire qui se base sur de réelles sources. Là, c'est beaucoup plus compliqué, car les auteurs de ces œuvres de fiction se basent sur des éléments de l'histoire et tentent de les changer, ce qui résulte, vous vous en doutez, à d'autres conséquences qui vont totalement changer le cours des événements de manière totalement imprévisible, comme l'effet papillon le stipulait. Les histoires alternatives comportent des points de divergence et évidemment, il faut que les éléments soient logiques pour ne pas partir dans du grand n'importe quoi. Évidemment, plus l'on avance dans le temps, dans une histoire alternative, plus la fiction prend le pas sur la réalité, sur les faits alternatifs qui au départ peuvent être réalistes, mais puis vont totalement dans tous les sens de la science-fiction. Il pourrait vous sembler bizarre que je parle de ce genre de sujet sur un site qui se veut sérieux. Cependant, je tiens à rappeler que l'histoire est très importante et aujourd'hui rares sont les personnes qui s'intéressent à celle-ci, surtout l'histoire de Belgique. Beaucoup de gens ont l'image des historiens comme de vieilles personnes qui se trouvent dans des bibliothèques poussiéreuses, mais ce n'est pas du tout le cas. Comme vous le savez sûrement aujourd'hui, la gauche, même si son influence sur l'histoire a diminué, aime s'approprier des faits historiques pour les raconter à sa manière, ce qui est malhonnête, car comme je vous l'avais dit de par le passé, chaque fois qu'une personne investigue sur le sujet de l'histoire, il y a un biais, mais enquêter comme le font les gauchistes et de vouloir imposer leur vision des choses, que cela soit à l'école, dans les médias ou d'autres, est criminel, car cela donne du grain à moudre aux extra-européens pour déconstruire notre histoire et de nous rendre vulnérables. L'histoire alternative est un moyen par la fiction, donc par le divertissement, et nous vivons malheureusement aujourd'hui dans une société qui est gangrénée par celui-ci, de pouvoir raconter l'histoire d'une autre manière et donc de permettre au public de s'intéresser à l'histoire et par conséquent, ici dans cet article, à l'identité de la Belgique et donc de pouvoir devenir de droite. N'oublions surtout pas que les totalitarismes de gauche comme de droite essayaient notamment de détruire l'histoire pour la reconstruire à leur image. C'est pour cela qu'il est vital que le grand public se pose des questions sur son histoire pour être plus critique et donc être moins la proie des totalitarismes. Pour finir, l'histoire alternative permet non seulement de connaître la portée d'un événement historique, mais aussi de parler des enjeux sociétaux d'une période donnée. Je, je vous dirais, avant de commencer cet instant de belgitude, que cet instant de belgitude, exceptionnellement, sera en plusieurs parties. Parce que cet instant de belgitude m'a pris plus de 2 mois à confectionner, tellement que c'était compliqué, c'était vraiment une galère pas possible pour faire cet instant de belgitude. C'est pour cela que je le ferai en plusieurs parties, étant donné que ce sera très très dense en informations, et aussi parce que il est important, si je puis dire, de pouvoir rester focus, parce que j'ai déjà dit, ces informations sont très difficiles, parce que c'est plein de sujets différents.
Et donc voilà. Et dans toutes ces uchronies, avant que nous passions à l'Uchronie, je vais tout d'abord parler du contexte enfin du contexte actuel, du contexte réel, puis je parlerai de la chronologie des événements, comment cela aurait pu changer, et puis finalement j'ai créé des témoignages pour rendre l'Uchronie un peu plus vivante, voilà, un peu comme dans un récit. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour essayer de vous expliquer comme je le peux ces uchronies. Il y en a plus d'une centaine, donc excusez-moi si je ne peux pas en faire toutes en même temps, c'est pas possible, ça me prendrait plus de 10 heures de vidéo. Et donc, je ferai plusieurs vidéos sur plusieurs périodes en particulier. Comme vous pouvez le voir ici, il y a les points de divergence, notamment entre l'année 1830 et 1831. Et puis, il y aura les points de divergence entre 1832 et 1899, puis de 1900 à 1914, si mes souvenirs sont bons. Ou non, c'était 1919. Et puis après, il y a encore les uchronies par rapport à entre 1920 et 1940, puis de 1940 à 1945, puis de 1946 à 1989, et puis finalement de 1990 à aujourd'hui. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que j'aimerais bien aussi vous faire des uchronies sur l'ancienne histoire des territoires belges. Ça veut dire avant 1830, avant le 27 septembre 1830 pour être plus précis au niveau des points de divergence, puisque évidemment, comme vous le savez, le 27 septembre 1830 fut une date extrêmement importante dans la vie de la Belgique moderne. Alors tout d'abord, commençons. Et si les Hollandais avaient écrasé la révolution de 1830? Souvent, un événement ne se base pas sur grand-chose pour ne tout simplement pas arriver. Je vous l'avais expliqué déjà dans les articles concernant la Belgique, qui est une patrie où la continuité et la continuité chrétienne en Belgique. La révolution belge se basa surtout sur plusieurs facteurs. Tout d'abord, les bourgeois étaient opposés au despotisme de Guillaume Ier et aussi l'imposition du néerlandais à ces mêmes bourgeois par le régime hollandais qui étaient pour la plupart francs-quillons, qui étaient des flamands qui s'exprimaient en français. Et les Wallons aussi étaient opposés à cette imposition du néerlandais, et comme je vous l'avais expliqué dans l'article sur les différents patois et langues régionales de Belgique, les Bruxellois sont par exemple considérèrent que leur langue, qui était majoritairement du Brussel-Vlaams, était une langue différente du néerlandais, même beaucoup de Flamands le considéraient ainsi. Le clergé s'était opposé à Guillaume Ier, notamment car il était un monarque protestant qui voulait imposer sa religion. La Belgique, qui était à l'époque majoritairement catholique, ce monarque s'imposait dans la vie de la religion catholique en se présentant comme le chef de l'Église en Belgique. Concernant le point de divergence, celui-ci aurait été que dans notre réalité, la Russie était le gendarme de l'Europe au XIXe siècle, sous le règne du tsar Nicolas Ier de Russie. Celui-ci faisait face à une très grande révolte des Polonais du nom d'insurrection de novembre, qui s'opposait à sa tyrannie. Mais grâce à ce soulèvement, le tsar, malgré que sa sœur Anna Pavlovna était mariée au fils de Guillaume Ier, qu'il avait épousé, qu'est-ce que je raconte, qu'il avait poussé à rejoindre le conflit par crainte que le soulèvement polonais ne dégénère encore plus, il décida de ne pas envoyer ses troupes aux Pays-Bas pour mater la révolte que le tsar considérait comme une déstabilisation de l'ordre européen après le congrès de Vienne. Par la suite, la France, avec la campagne des 10 jours, sécurisera l'indépendance de la Belgique, ce qui mènera à la fin des hostilités. Il faudra attendre 1839 avec la ratification du traité des 24 articles par le roi Léopold Ier et le roi Guillaume Ier pour que les frontières de la Belgique soient fixées. Celles-ci étaient les mêmes qu'aujourd'hui, sauf pour les cantons d'Eupen-Malmedy qui arriveront en Belgique en 1919. Et j'ai aussi oublié de dire qu'il y avait aussi une partie du Limbourg, enfin le Limbourg hollandais avait été annexé par la Belgique, en tout cas jusqu'en 1839. Et donc, Eupen-Malmedy qui arriveront en Belgique en 1919 suite au traité de Versailles. Dans l'Uchronie, les troupes russes, mais aussi, il ne faut pas oublier les troupes de la Sainte Alliance qui comptaient, en plus de la Russie, la Prusse et l'Empire d'Autriche, les Russes et les troupes de ses alliés, avec un appui logistique néerlandais, auraient débarqué à Anvers, tandis que les chefs révolutionnaires auraient été en France après leur défaite.
Par la suite, pour éviter que cela ne recommence, Guillaume Ier va pendant un certain temps déclarer la loi martiale dans les provinces du Sud et imposer des gouverneurs militaires. Que se serait-il passé par la suite? Il est très possible que le roi Guillaume Ier aurait maté la révolte et aurait accentué sa domination sur les provinces du Sud, la Belgique de notre réalité, et aurait continué à régner comme dans notre univers jusqu'en 1840, où il a abdiqué en faveur de son fils, Guillaume II. Il n'a régné que de 1840 à 1849, et comme vous le savez sûrement, partout en Europe, en 1848, des révoltes éclatèrent, ce qui s'appelait à l'époque le printemps des peuples. Dans notre réalité, ces révolutions à travers toute l'Europe n'affectèrent pas la Belgique, car celle-ci avait mis en place des réformes libérales et un mouvement patriotique s'était créé, car les Belges avaient la sensation que les Français auraient pu leur déclarer la guerre, et c'était vrai, car une légion française a failli traverser la frontière dans notre réalité aux Pays-Bas. Qu'est-ce que je raconte? Dans notre réalité aux Pays-Bas, le printemps des peuples n'a pas secoué ce pays, car le roi Guillaume II était plus libéral que son père, et grâce à Johann Rudolf Thorbecke, il a pu mettre en place des réformes et une nouvelle constitution libérale en 1848. Il mourra un an plus tard et son fils Guillaume III continua à mettre en place ces réformes. Même si le roi Guillaume II s'était basé sur son rival Léopold Ier pour ses réformes, néanmoins, même sans Belgique indépendante, il aurait quand même réformé son pays. Même si Guillaume II était beaucoup plus libéral que son père, si des émeutes auraient hypothétiquement fait leur apparition dans les provinces du Sud, la Belgique de notre réalité, le roi aurait été obligé, de la part de ses alliés de la Sainte Alliance, de réprimer les émeutiers. Les catholiques et les élites conservatrices n'auraient pas eu le choix que de s'allier au régime. Dans l'histoire alternative, il est très possible que les événements que je vous ai mentionnés précédemment se soient déroulés de la même manière. Les provinces du Sud bénéficiant de plus de droits, notamment d'avoir leur propre parlement, et que les gens ne se seraient plus vus imposer le néerlandais. De plus, dans cet univers alternatif, les provinces flamandes n'auraient pas été perdues, donc que les finances hollandaises auraient été de beau fixe, car il ne faut pas oublier, mais le bombardement du port d'Anvers par les Hollandais le 27 octobre 1830, soit un peu plus de 2 mois après le début de la révolution belge du 25 août 1830, dans l'éventualité où les Russes auraient aidé à mater la révolte rapidement, la ville d'Anvers n'aurait pas été impactée et par conséquent les Pays-Bas auraient gardé les deux plus grands ports d'Europe intacts, soit de Rotterdam et d'Anvers. Guillaume III aurait dû faire face, dans cette histoire alternative, à des plus grands problèmes. Dans notre réalité, il eut la démission de Thorbecke à cause en 1830, c'est ce que je raconte, en 1853, d'émeutes protestantes qui ne voulaient pas que la hiérarchie catholique romaine soit réinstaurée, notamment avec son archevêché à Utrecht. Dans cet univers alternatif, à la différence du nôtre, même si la monarchie constitutionnelle aurait continué à se maintenir, il est très probable que le Sud, majoritairement catholique, aurait demandé plus de concessions, car même si le roi ne se serait plus mêlé des affaires catholiques, les Néerlandais du Sud, dans cette réalité, soit les Belges de notre réalité, auraient exigé d'avoir une séparation nette au niveau religieux entre le Sud et le Nord, notamment dans l'enseignement et en politique. Les partis catholiques et libéraux auraient-ils existé dans ces provinces du Sud? Il n'est pas du tout certain. Cependant, si c'était le cas, il aurait pu y avoir peut-être, car les provinces du Sud étaient plus peuplées, un Premier ministre catholique, ce qui aurait pu créer des révoltes encore plus violentes de la part des protestants et peut-être une guerre civile. À l'inverse, si le roi Guillaume III avait refusé que le parti catholique et des autres partis similaires soient en Belgique, alors là, ça aurait été les catholiques qui se seraient rebellés, rappelant les émeutes de 1830 qui n'ont pas dégénéré en révolution comme dans notre réalité. Par contre, l'histoire n'aurait pas été changée concernant le Grand-Duché du Luxembourg qui, dans notre réalité, s'est rallié aux révolutionnaires belges. Une partie du Luxembourg a été à la Belgique et est devenue la province du Luxembourg, tandis que le reste est devenu une union personnelle avec les Pays-Bas, où le roi des Pays-Bas devenait par conséquent roi grand-duc. Dans cet univers alternatif, il est possible que le Grand-Duché du Luxembourg soit plus grand en intégrant la province du Luxembourg, qui dans notre réalité appartient à la Belgique. Car Guillaume III, dans notre réalité, et probablement dans l'Uchronie, n'aurait pas eu d'héritier mâle, l'héritière étant la future reine Wilhelmine, et a donc cédé son pouvoir à la dynastie Nassau-Weilbourg, dans le Luxembourg de notre réalité et de l'Uchronie. Il est possible aussi qu'à la suite des émeutes belges de 1830, de cette Uchronie,
que le duché du Luxembourg aurait été annexé par Guillaume Ier, le punissant d'avoir annexé la province du Luxembourg de notre univers et d'avoir rejoint les émeutiers. Il est possible par la suite que les libéraux hollandais se soient radicalisés suite à cette annexion de la part de Guillaume Ier qui aurait été vu de leur part comme un tyran et que le roi Guillaume Ier aurait entrepris les réformes que son fils avait faites dans notre réalité pour éviter une révolution aux Pays-Bas, notamment de donner plus de pouvoir au Sénat, car les membres du Sénat étant majoritairement nommés par le roi, il est possible que les libéraux auraient aussi exigé que le président du Sénat aurait possédé plus de pouvoir et que par conséquent que le roi ait moins de prérogatives au niveau du Sénat. En 1848, même si les réformes auraient été implantées plus tôt, il aurait été possible que les libéraux auraient exigé une république même s'ils n'auraient pas été populaires. Concernant la guerre franco-prussienne, il est possible que le Royaume-Uni des Pays-Bas aurait respecté la Sainte Alliance même si celle-ci n'aurait compté plus que la Prusse et l'Empire russe à cause de la guerre entre l'Autriche et la Prusse en 1866. Bref, cela veut dire qu'en 1870, la guerre franco-prussienne aurait été perdue encore plus rapidement par la France et en plus de l'Alsace-Lorraine, elle aurait perdu le Hainaut français, guerre perdue plus rapidement car elle se serait fait attaquer aussi par les troupes prussiennes qui seraient passées par le nord de la France du côté de Namur et de Charleroi grâce à leurs alliés néerlandais. Dans ce scénario, en 1914, on aurait eu la répétition de 1870 en 1914, vu que le Royaume-Uni n'aurait plus garanti l'indépendance du Royaume-Uni des Pays-Bas, vu qu'il considérait que cette alliance n'est pas assez démocratique à son goût. La France est attaquée en 1914 par les Ardennes et les plaines flamandes. La France est encore plus détruite que dans notre réalité. Dans le scénario de la Première Guerre mondiale, concernant le scénario africain, précédemment durant la conférence de Berlin de 1885, il est possible que le territoire du Congo actuel ait été divisé entre le Royaume-Uni, la France, le Portugal et l'Empire allemand, mais avec la crise d'Agadir, l'Empire d'Allemagne aurait pu encore plus sécuriser son influence en demandant des territoires à la France pour connecter ses colonies du Congo allemand et du Cameroun allemand, légitimant la Seconde Guerre franco-prussienne. Concernant la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni des Pays-Bas aurait été libéral, comme je vous l'avais expliqué, mais comme le Danemark dans notre réalité, qui a gardé la même administration, sauf que son territoire était devenu fantoche des nazis, tout simplement car les nazis étaient très racistes, ils traitaient différemment les populations qu'ils considéraient comme supérieures ou inférieures. Dans ce scénario, le Royaume-Uni des Pays-Bas serait devenu fantoche, ne voulant pas que ses intérêts économiques et financiers ne soient trop menacés par une guerre qui aurait été trop coûteuse. L'UE n'aurait probablement pas existé aujourd'hui, car dans cette alliance, la pression russe aurait été trop forte. À aucun moment elle aurait voulu une Union européenne qui aurait pu concurrencer sa puissance. J'ai eu l'idée, comme je vous l'avais expliqué, de proposer des témoignages pour les scénarios d'histoires alternatives pour vous permettre de mieux vous imaginer l'Uchronie. Témoignage fictif de François de Smet en 1830. Je cite: le tonnerre des canons russes résonne dans nos rues. Nous pensions que l'Europe nous soutiendrait, que les Français viendraient à notre aide. Mais au lieu de cela, des Cosaques défilent sur la grande place. Hier encore, nous chantions la liberté au théâtre de la Monnaie. Aujourd'hui, mes amis gisent morts ou enchaînés. Bruxelles n'est plus une ville libre, mais une garnison étrangère. On nous a vendus au nom de l'ordre. Lettre fictive du comte de Mérode à un confrère de Liège en 1831. Cher ami, il fallait choisir l'anarchie ou la stabilité. Les Russes ont fait ce que nous n'osions pas, ramener l'ordre à Bruxelles. Les insurgés, manipulés par Paris, auraient plongé notre pays dans le chaos. Guillaume Ier nous garantit la foi catholique et nos privilèges. En échange, nous devons sa fidélité à la couronne. J'accepte ce marché, car l'alternative était la guillotine. Propos fictifs rapportés dans un journal clandestin par un tisserand de Gand en 1848. Quand Paris s'est soulevé, nous avions cru que notre heure viendrait. Mais le 15 mars, les Cosaques sont revenus. Ils ont tiré dans la foule. Place Saint-Bavon. Mon frère est tombé et son sang a rougi les pavés. On nous dit, la Belgique n'existe pas. Vous êtes sujet du roi des Pays-Bas. Mais dans mon cœur, je sais que nous sommes un peuple étouffé. Témoignage fictif de Jean-Baptiste Wouters, caporal dans l'armée néerlando-belge en 1870. Les Prussiens marchent avec nous. Nous franchissons la Sambre pour attaquer les Français. Jamais je n'aurais cru porter l'uniforme de ceux qui ont écrasé la révolte de mes grands-parents. Mais l'ordre est clair. L'empereur Napoléon doit tomber et notre royaume se tiendra aux côtés de Berlin et de Moscou. Je me bats pour un drapeau qui n'est pas le mien. Témoignage fictif d'une institutrice de Mons en août 1914.
Les journaux disent que nos soldats marchent avec les Allemands vers Paris. Nous ne sommes plus neutres, nous ne sommes plus belges. Nous sommes une province dans un empire qui n'est pas le nôtre. Mes élèves parlent encore français en cachette, car à l'école on nous oblige à parler néerlandais. Nos enfants n'apprendront jamais que la Belgique a existé, même dans un rêve. Témoignage fictif recueilli après la guerre par un docker d'Anvers. Quand les Allemands sont arrivés, ce ne fut pas une invasion, ce fut une alliance. Les nazis ont trouvé ici des ports, des usines, des hommes déjà dressés à obéir. Nous avons chargé des bateaux pour la Kriegsmarine, travaillé dans les usines pour leur guerre. Certains disaient, c'est notre destin depuis 1830, soumis à Berlin et à Moscou. Mais moi, à chaque caisse que je portais, je savais qu'elle écrasait un peu plus notre liberté. Témoignage fictif d'un vieil exilé en 1973. Mon grand-père me disait toujours, nous aurions pu être la Belgique, un pays libre et européen, mais les Russes sont venus, et avec eux l'ombre de la répression. Tout a basculé là. Aujourd'hui, Bruxelles n'est pas la capitale de l'Europe, mais une garnison du Nord. Les jeunes ne savent même plus que le mot Belgique a existé. Moi, je le porte comme un secret, une flamme éteinte que je refuse d'oublier. Selon certains historiens, parce que là on passe à une autre uchronie, et si Guillaume Ier des Pays-Bas avait accepté la proposition des révolutionnaires belges plus tôt. Selon certains historiens, dont Jean Stengers, en 1830, au début de la Révolution belge, la majorité des Belges voulaient un régime avec une certaine autonomie. C'est à cause des actions du roi Guillaume Ier et de ses fils qui ont fini par agacer à un tel point les Belges que les négociations n'étaient plus possibles. En date du 29 septembre 1830, vers la fin de la Révolution, les États généraux avaient enfin accepté la séparation administrative, donc à l'accorder plus d'autonomie aux Pays-Bas méridionaux. Mais il était trop tard. La population belge considérait que le monarque des Pays-Bas avait fait couler trop de sang et par conséquent qu'il ne pouvait plus régner sur la Belgique. Mais que se serait-il passé si la Belgique avait reçu plus d'autonomie de la part du roi des Pays-Bas? Il aurait fallu que les États généraux se prononcent plutôt sur l'autonomie administrative de la Belgique, car au mois de septembre, la plupart des grandes villes belges avaient été capturées par les révolutionnaires belges et dans cet univers alternatif-là, ce qu'on appelle dans notre monde la Belgique aurait pu être en quelque sorte en union personnelle avec les Pays-Bas, une double monarchie, un peu comme ce qui s'est passé dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, ou après la révolution de 1878, la Hongrie a tenté de faire une sécession de l'Empire d'Autriche avant que celui-ci s'appelle le Royaume d'Autriche-Hongrie en 1867. Dans ce scénario uchronique, à la différence de l'ancien scénario, où les territoires de la Belgique sous domination hollandaise recevaient un peu plus de droits au fil du temps, ici la Belgique, les Pays-Bas méridionaux, serait vue réellement comme un égal de la Hollande. Par exemple, les Pays-Bas méridionaux auraient eu une monnaie commune avec les Pays-Bas qui aurait pu être utilisée pour le commerce, et puis une monnaie locale, seulement localisée dans les Pays-Bas méridionaux. Ce serait donnant-donnant, les Pays-Bas méridionaux se développant beaucoup avec les produits importés des colonies hollandaises. Le français et le néerlandais auraient été officiellement reconnus. Les Belges auraient pu pratiquer la religion de leur choix, à la différence du scénario précédent où les Pays-Bas auraient été mal vus sur la scène politique européenne, à part pour la Russie. Ici, le compromis entre les révolutionnaires et Guillaume d'Orange amène à plus de stabilité et donc un meilleur équilibre des puissances, étant donné que le Royaume-Uni des Pays-Bas avait été initialement créé pour indiquer la France. La Prusse aurait trouvé dans le Royaume-Uni des Pays-Bas un allié de choix, notamment dans son unification. D'autres variantes de ce scénario auraient pu être possibles avec une version confédérale où il y aurait eu une alliance militaire et douanière qui aurait empêché la fragmentation de cet État. Un dernier scénario est possible, où l'État reste très centralisé, même si le roi Guillaume Ier aurait lâché du lest, notamment en matière de langue et de religion. Il est possible que plus tard, en 1848, une nouvelle révolution ait lieu. Si nous allons plus loin dans le temps, la Première Guerre mondiale aurait pu tout simplement se passer différemment, car l'Empire allemand aurait dû y réfléchir à deux fois avant d'envahir le pays. Voici la chronologie de l'Uchronie. En 1830, un autre point de divergence aurait été que le roi Guillaume Ier aurait pu, en craignant une intervention française, convoquer une réunion extraordinaire à La Haye, où un compromis aurait été conclu avec les révolutionnaires. Dans ce nouveau royaume, il aurait eu deux capitales, Bruxelles et La Haye. En 1840, Amsterdam reste un centre financier tandis que le charbon et l'acier wallon alimentent l'industrie. En 1914, l'Empire allemand attaque la France mais passe par l'Alsace-Lorraine et la Première Guerre mondiale ne dégénère pas, car l'Allemagne voit le Royaume-Uni des Pays-Bas comme un adversaire trop puissant
et vu que le Royaume-Uni garantissait ses États, il serait resté neutre et la France aurait eu beaucoup de risques de perdre cette seconde guerre franco-prussienne. En 1940, les ports du Royaume-Uni des Pays-Bas permettent un poids d'appui d'important pour les Britanniques. L'Allemagne nazie aurait perdu beaucoup de temps à faire capituler le Royaume-Uni des Pays-Bas et cela l'aurait affaibli encore plus. En 1945, le Royaume-Uni des Pays-Bas permet une fédéralisation de l'Europe plus rapide que dans notre réalité et l'UE aurait eu deux capitales, Bruxelles et La Haye. Pour cette histoire, tout comme l'ancienne, j'ai imaginé des témoignages fictifs de personnes qui auraient vécu dans cet univers alternatif. Témoignage fictif de 1830 du journal de Charles van der Velde, étudiant en droit à Louvain. Nous étions prêts à mourir pour une Belgique libre, mais ce soir, un messager est arrivé. Le roi Guillaume Ier convoque une assemblée, non pour nous juger, mais pour écouter nos revendications. L'air est électrique, certains crient à la trahison, d'autres parlent d'espoir. Et si, au lieu de briser nos chaînes, on les transformait en liens d'amitié avec nos frères du Nord? Témoignage fictif provenant d'une lettre de Marie de Smet à son frère à Amsterdam en 1914. Les journaux disent que l'Allemagne a un plan pour envahir la France par chez nous, mais nos professeurs assurent que ce serait une folie. Nos forteresses de Liège, Namur et Maastricht forment un mur infranchissable, et notre armée est trop puissante pour être contournée. Les Allemands ne veulent pas d'une guerre sur deux fronts, encore moins d'une guerre contre nous. Peut-être que grâce à notre union, l'Europe évite le pire. Témoignage fictif de Peter Klaas en 1940, qui dans cet univers alternatif est un officier de la marine royale. Quand les Allemands ont franchi la frontière en mai, nous avons résisté. Mais nous n'étions pas seuls. Les navires britanniques remplissaient nos ports et nos avions belgo-néerlandais combattaient dans le ciel avec les Spitfires en anglais. Rotterdam a souffert, Anvers aussi, mais jamais nous n'avons cédé. Hitler pensait nous écraser comme une simple Belgique. Il a trouvé un lion à deux têtes, rugissant de concert avec Londres. Discours fictif de Paul Van Zeeland en 1957, qui dans cet univers, tout comme le nôtre, est européiste. Mes chers collègues, si aujourd'hui nous signons le traité de Rome, c'est parce que nous avons appris dans notre royaume fédéral que l'unité n'est pas une utopie mais une réalité. La France et l'Allemagne doivent comprendre ce que nous savons depuis un siècle. L'Europe doit être fédérale ou elle ne sera pas. Interview fictive de Sophie Janssens, une journaliste bruxelloise en 2025. Aujourd'hui, Bruxelles, La Haye, est la capitale de l'Europe. On se promène dans les rues, on entend le français, le néerlandais, l'anglais, l'allemand. Certains disent que sans le compromis de 1830, notre continent serait encore divisé, tiraillé entre Paris et Berlin. Mais nous avons montré qu'une autre voie était possible, celle d'un royaume uni, devenant le cœur battant de l'Union européenne. Et si la Belgique en 1830 était devenue une république? Tout d'abord, revenons à ce qu'il s'est passé dans notre histoire. Le Congrès national, qui fut créé en novembre 1830, comptait 200 membres et il fut remplacé par la suite par le Parlement. Il a été voté en date du 22 novembre 1830 l'adoption du système de la royauté. Sur les 200 voix, 174 voix étaient favorables, 13 défavorables et 13 se sont abstenus. Mais pourquoi avoir choisi la monarchie? Tout d'abord, le choix d'une république aurait été vu comme un régime créant moins de stabilité que la monarchie, alors qu'au moment de l'indépendance, la stabilité était cruciale. C'est aussi avec la pression des grandes puissances européennes qu'en 1830, en octobre 1830, pour une Belgique neutre et stable, que ces décisions ont été prises. Il ne faut pas oublier aussi que la monarchie ne faisait pas peur aux autres puissances coloniales, et que la monarchie constitutionnelle fut adoptée car elle faisait un compromis entre les tendances libérales et catholiques, et aussi la monarchie française, qui venait de remplacer la monarchie absolue de Charles X par Louis-Philippe, monarque constitutionnel, était un événement qui renforça la légitimité de la monarchie constitutionnelle. Mais que se serait-il passé si le cours des choses avait changé et comment serions-nous arrivés là? Tout d'abord, pour rendre ce scénario crédible, il aurait fallu plusieurs choses. En premier lieu, Londres craint qu'un prince français comme le duc de Nemours, fils de Louis-Philippe, ne devienne roi de Belgique et ne renforce Paris, ce qui a, au passage, failli se passer dans notre réalité. En second lieu, les libéraux belges, influencés par les idées de 1789 et de 1830 en France, font valoir que seule une république garantirait la souveraineté populaire et la neutralité du pays. Les catholiques modérés, d'abord favorables à un roi catholique, acceptent finalement la République en échange d'un rôle garanti pour l'Église dans l'éducation. Les puissances européennes, après négociation, reconnaissent une Belgique républicaine à condition qu'elle ne cherche pas à s'unir à la France. En 1831, la Belgique devient une république parlementaire et bourgeoise. Concernant le président fictif de cette Belgique, il aurait été Étienne Constantin de Gerlache.
juriste liégeois et chef du Congrès national qui, dans notre réalité, fut brièvement chef du gouvernement provisoire. Il aurait incarné un compromis entre catholiques et libéraux. Et concernant le chef du gouvernement, il est possible que cela aurait été le rôle de exécutif étant confié à un président au-dessus des partis. Le Premier ministre aurait été un libéral pragmatique comme Joseph Lebeau, grand artisan de l'indépendance, capable de négocier avec les grandes puissances. Et ce côté diplomate, comme vous l'aurez compris, aurait beaucoup aidé dans ces temps troublés. Et en plus, dans notre univers, il fut Premier ministre, même si il n'est pas resté longtemps entre le 28 mars 1831 et le 24 juillet 1831. À long terme, plusieurs conséquences sont à envisager, tout comme dans notre réalité, sauf qu'ici, il n'y a pas de roi, contrairement à un régime présidentiel où le président a beaucoup de pouvoir. Ici, le président est une figure d'arbitrage, tout comme le roi dans notre univers, élu par le Congrès, puis plus tard par le Parlement, tandis que le pouvoir réel est entre les mains du Premier ministre et de la Chambre. Il n'y aurait eu, sans aucune surprise, aucun palais royal et symbole de la Belgique aurait été une allégorie de la liberté et peut-être moins ou pas du tout le lion de Brabant, qui est le symbole actuel de la Belgique. Évidemment, il n'y aurait pas eu de fête de roi et les héros révolutionnaires seraient mis en avant au lieu des différents rois qui ont régné sur la Belgique. Tout comme en France durant la Troisième République, ici la Belgique est beaucoup plus instable et donc traverse régulièrement des crises institutionnelles et gouvernementales. La Belgique serait plus isolée sur la scène politique européenne, non pas seulement car c'est une république, mais aussi que sans lien de sang avec une famille royale, il y aurait eu moins de liens avec les pays européens et ceux-ci l'auraient surveillé plus, ils s'en méfieraient. Même si c'est un scénario très difficile à envisager, car à cette époque seulement la Suisse et San Marino étaient des républiques, cependant si la Belgique devenait une république, il est possible que les Wallons, tout comme les Flamands, se seraient vus imposer le français de manière beaucoup plus forte, car les révolutionnaires du Congrès national étaient déjà fans du français. Même ici, sans roi comme arbitre, la situation aurait été très compliquée. Les révolutionnaires voulaient une langue pour une nation, cherchant à forger une unité nationale comme les Jacobins de la Révolution française. Malheureusement, le flamand aurait été beaucoup plus marginalisé en Flandre et l'alphabétisation en français plus forte comme en Wallonie. Il est possible que le mouvement se soit organisé plus tôt, vers les années 1840, un parti flamand républicain aurait pu faire son apparition. Il y a plusieurs embranchements possibles pour cette uchronie. Soit la République belge cède aux revendications flamandes aux alentours de 1890-1900, soit la Flandre fait sécession. Dans le premier scénario où la Flandre est francisée, le flamand est relégué, tout comme le wallon et les langues régionales, au second plan, notamment dans les campagnes. Parce que le français permet une montée sociale, le mouvement flamand peu à peu perd sa puissance. La situation s'aggrave, les dialectes et langues régionales ne sont plus relégués au foyer, ne sont plus que relégués au foyer. Elles perdent tout statut. Il est probable qu'après la Seconde Guerre mondiale, que le flamand, wallon et autres patois aient quasiment disparu et ils auraient été seulement présents folkloriquement au profit de la langue française. Vous vous en doutez, mais dans ce scénario, la crise de l'université de Louvain n'a pas eu lieu. Dans ce scénario où la République belge s'effondre, il y a une chronologie que nous pouvons établir. Entre 1880 et 1914, le mouvement flamand se transforme en force politique. Il réclame des écoles en flamand, des tribunaux bilingues. La République refuse au nom de l'unité nationale. Des émeutes éclatent à Gand et à Louvain. Des députés flamands quittent la Chambre en signe de protestation. Après l'occupation allemande, certains nationalistes flamands qui avaient collaboré avec la Flamme politique réclament l'indépendance de la Flandre. La République sort affaiblie. La Flandre menace de sécession. Durant les années 1930, la crise économique favorise les partis séparatistes flamands. La République finit par reconnaître le néerlandais comme langue officielle, mais trop tard, la confiance est brisée. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, la Flandre proclame son autonomie, avec l'appui discret des Pays-Bas. En 2025, alors que la République wallonne est très proche culturellement de la France et de la République flamande des Pays-Bas, Bruxelles est un territoire disputé, une ville internationale tout comme Genève. Dans cet univers, Bruxelles reste toujours la capitale de l'UE, même étant un territoire contesté, mais reste sous administration conjointe de la République wallonne et flamande. Voici les différents témoignages que je vous ai concoctés pour ces différents scénarios. Tout d'abord, passons au témoignage fictif de l'univers où la République belge a survécu. Témoignage fictif d'un bourgeois bruxellois au lendemain de la proclamation de la République belge en 1831. Hier, le Congrès a voté. Point de roi, point de prince étranger. Nous aurons une république gouvernée par nos élus. Certains craignent que cela nous mène au désordre de la France en 1793. Mais ici, les avocats et notables tiennent les rênes. La foule, place royale, a acclamé le mot république comme un cri de victoire. J'avoue que j'avais rêvé d'un roi protecteur, mais je sens que cette liberté nouvelle nous appartient davantage.
Témoignage fictif d'un catholique inquiet en 1850. Lettre d'un prêtre namurois à son évêque. Monseigneur, je vous écris avec inquiétude. Depuis que la République s'est installée, nos gouvernants oscillent sans cesse entre libéraux et catholiques. Les présidents se veulent arbitres, mais leur autorité est mince. Les enfants des écoles publiques reçoivent moins de catéchisme qu'autrefois. Certains, parmi les fidèles, regrettent de ne pas avoir un roi catholique comme guide moral. Pourtant, la République nous a donné la paix et la prospérité. Je m'interroge. Était-ce le prix à payer? Discours fictif d'un député au Parlement en 1885 concernant la question coloniale. Messieurs, si nous avions eu un roi ambitieux, sans doute serions-nous déjà engagés dans une aventure coloniale insensée, comme nos voisins. Mais nous sommes une république. Le Congo ne doit pas devenir la propriété d'un monarque imaginaire, mais s'il nous appartient, il doit être sous le contrôle du peuple et de ses représentants. Nous refusons que la République soit tachée par l'avidité de quelques banquiers ou industriels. Concernant le scénario où la Flandre se voit francisée, voici les témoignages. Journal fictif d'un instituteur à Bruges en 1835. Aujourd'hui, j'ai reçu les nouvelles consignes. Enseigner uniquement en français, même aux enfants qui ne parlent pas un mot de cette langue à la maison. J'entends le rire quand je corrige leurs accents. Certains pleurent, perdus. On dit que c'est pour faire d'eux de vrais citoyens de la République, mais à quel prix? Discours fictif d'un député républicain libéral en 1885 au Parlement. Citoyens, souvenez-vous, la République n'est pas flamande ni wallonne, elle est belge. Et elle s'exprime en une langue commune, la langue de Molière et de la liberté, le français. L'unité nationale exige le sacrifice des patois. Lettre fictive d'une étudiante gantoise à sa famille en 1920. Papa, je t'écris en français. Comme nous l'exigent nos professeurs, je comprends encore ton flamand, mais il m'est de plus en plus difficile de l'écrire. À l'université, on dit que parler flamand, c'est être arriéré. Je veux réussir, alors je parle français, mais parfois je me sens coupé de toi et de maman. Témoignage fictif d'un scénario où la République belge s'est effondrée. L'aide fictive d'un paysan flamand à son curé en 1845. Mon fils est allé à l'école de l'État. Il revient en pleurant. Le maître lui interdit de parler notre langue. On le punit s'il dit un mot en flamand. On dit que la République est pour le peuple, mais elle nous traite comme des étrangers. Journal fictif d'un soldat flamand de retour du front en 1918. On nous a commandé en français, jugé en français, enterré en français. Nos morts ne comprenaient pas cette langue. Et maintenant, la République refuse encore de reconnaître le flamand. Alors, à quoi avons-nous donné notre sang? Discours fictif d'un militant flamand en Anvers en 1930. 100 ans de République, 100 ans de mépris. Nous ne sommes pas des Français du Nord, nous sommes des Flamands avec notre langue et notre histoire. Si la République nous refuse, alors nous créerons la nôtre. Témoignage fictif d'une Bruxelloise dans un journal européen en 1980. Tout est devenu compliqué. Les Flamands disent que Bruxelles est à eux, les Wallons disent que c'est leur capitale, et nous, habitants, nous nous sentons Européens avant tout. On nous parle d'un statut spécial, mais qui gouvernera vraiment cette ville? Discours fictif du président flamand Peter de Blok en 2001. Citoyens flamands, aujourd'hui notre République s'affirme, nous parlons notre langue, nous écrivons nos lois, nous choisissons notre destin, la République belge a échoué, mais la République flamande vivra. Discours fictif de la présidente wallonne Sophie Lambert en 2020. Peuple de Wallonie, nous avons traversé la séparation, la douleur d'une rupture, et nous sommes restés fidèles à l'esprit de 1830, une république francophone solidaire et profondément européenne. Et voici finalement les témoignages fictifs de personnes concernant le scénario où la République belge cède aux revendications des Flamands. Lettre fictive d'un député libéral francophone à un collègue en 1847. Mon cher ami, le Congrès discute déjà d'amendements constitutionnels. Les députés flamands sont de plus en plus virulents. Ils veulent des tribunaux en néerlandais et des écoles bilingues. Je crains que si nous restons inflexibles, la République ne se brise. Peut-être vaut-il mieux céder un peu. Journal fictif d'un étudiant flamand à Louvain en 1873. Aujourd'hui, c'est historique. Le tribunal de Gand a jugé une affaire en flamand. On dit que c'est une concession de la République pour calmer la rue. Nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre. Nous voulons que notre langue soit l'égale du français dans tout le pays. Discours fictif d'un député flamand au Parlement en 1898. Citoyens, pour la première fois dans l'histoire de la République, une loi reconnaît l'égalité juridique du français et du flamand. Ce n'est pas une faveur, c'est une victoire de la démocratie. La République a choisi de survivre en devenant bilingue et non en restant jacobine. Témoignage fictif d'un instituteur bruxellois en 1930. Dans ma classe, je dois enseigner en deux langues, le matin en français, l'après-midi en flamand. Les enfants passent de l'un à l'autre sans peine. Moi, j'en sors épuisé. Mais si c'est le prix de la paix entre flamands et francophones, je l'accepte. Lettre fictive d'une mère wallonne à son fils en 1962. Ton père grogne. Encore une réforme linguistique. Désormais, chaque région aura sa langue officielle. La République dit que c'est pour respecter les communautés.
Moi, je crains que cela ne nous divise encore plus, mais au moins, les Flamands ne parlent plus de sécession. Discours fictif du président Henri de Clercq en 1970. Citoyens, nous avons entendu la voix des peuples flamands et wallons. La République devient fédérale. Chaque région aura son autonomie linguistique et culturelle, mais nous resterons unis sous la bannière de la République belge. L'avenir est au compromis. L'avenir est au compromis. Témoignage fictif d'une étudiante flamande à Bruxelles en 2000. À l'université, mes cours sont bilingues. J'écris mes dissertations en flamand, mes amis wallons en français. C'est parfois lourd, mais je me sens vraiment citoyenne belge. La République n'a pas choisi entre nos langues, elle nous oblige à vivre ensemble. Éditorial fictif dans la Gazette républicaine en 2025. En 2 siècles, la République est passée d'un jacobinisme francophone à un fédéralisme bilingue. Elle n'a pas écrasé le flamand, elle n'a pas éclaté en 2 États, elle a survécu par le compromis. Certains y voient de la faiblesse, d'autres la plus belle preuve de la résilience républicaine. Et si le mouvement flamand était beaucoup moins populaire et qu'il s'était beaucoup moins développé que dans la réalité. Dans cette uchronie, la Belgique obtient son indépendance en 1830, mais le mouvement flamand ne se développe pas fortement. Plusieurs facteurs expliquent cette faiblesse. Tout d'abord, la bourgeoisie francophone conserve le contrôle politique et économique dans la majorité des villes. La population flamande, majoritairement rurale, est moins mobilisée car les inégalités sociales sont moins accentuées. Le sentiment d'appartenance belge prime sur les revendications linguistiques. L'Église catholique favorise l'unité linguistique pour stabiliser le jeune royaume. Les conséquences auraient été que le français reste la langue dominante dans l'administration, l'enseignement et les affaires. Même en Flandre, les tensions linguistiques sont minimes. La Belgique se construit autour d'un nationalisme centralisé et francophone. Voici la chronologie concernant cette uchronie. En 1830 a lieu l'indépendance de la Belgique. La Belgique se sépare des Pays-Bas. Le français devient la langue de l'État et de l'administration. Le mouvement flamand reste faible. La population rurale flamande est peu politisée. En 1831, la Constitution est adoptée, garantissant les droits individuels mais sans disposition spéciale pour la langue flamande. L'élite politique et économique est francophone. La conséquence est que la Flandre est intégrée au système francophone, limitant le développement d'un mouvement linguistique indépendant. Entre 1840 et 1870, la Wallonie devient le centre industriel en charbon et en acier. La Flandre reste agricole mais francisée progressivement. L'éducation et l'administration flamande sont dominées par le français. La conséquence est que la fracture économique entre Wallonie et Flandre est moins liée à la langue, plus à l'industrialisation. Entre 1880 et 1914, les universités et les administrations restent francophones. Les élites flamandes s'assimilent pour progresser socialement. Il n'y a pas de parti politique spécifiquement flamand. La conséquence est que l'État reste centralisé et unitaire. Durant la Première Guerre mondiale, la Belgique est occupée par l'Allemagne, la propagande allemande est peu efficace, le nationalisme belge prime sur les revendications linguistiques. La conséquence est qu'il n'y a aucun renforcement du mouvement flamand. Durant l'entre-deux-guerres, il y a la reconstruction économique et sociale. Il n'y a pas de pression politique pour la reconnaissance du flamand. La francisation des villes flamandes s'accélère. La conséquence est que le clivage linguistique reste faible. La Belgique conserve son unité. Durant l'occupation allemande, celle-ci n'accentue pas les divisions linguistiques. Les Flamands et Wallons participent conjointement à la résistance. La conséquence est que le mouvement flamand radical, qui dans notre réalité se développe après-guerre, reste ici marginal. Entre 1945 et 1960, le français reste la langue dominante de l'administration et de l'enseignement. La Wallonie et la Flandre se développent économiquement de manière plus intégrée que dans notre réalité. La conséquence est que les réformes linguistiques comme celles de 1962 à 1963 n'existent pas. Entre 1960 et 1980, il y a le déclin industriel en Wallonie qui est compensé par l'intégration de la Flandre. Les partis nationalistes flamands n'existent pas ou sont marginaux. La Belgique reste un État unitaire et centralisé. La conséquence est qu'il n'y a pas de réforme de l'État en région ou communauté. Entre 1980 et 2000, l'économie se diversifie avec des services et des technologies. Les villes flamandes adoptent le français dans l'administration et l'enseignement supérieur. La Belgique reste unifiée politiquement. La conséquence est que Bruxelles reste majoritairement francophone, le bilinguisme obligatoire n'est pas instauré. En 2025, la Belgique est un État unitaire francophone avec peu de tensions identitaires. La politique se concentre sur l'Europe, l'économie, l'environnement plutôt que sur la langue. La culture flamande reste minoritaire dans les médias et l'éducation. La cohésion nationale est forte, mais avec une homogénéisation culturelle. Voici les témoignages concernant cette uchronie. Témoignage fictif d'un paysan flamand en 1845. Je parle toujours le flamand à la maison, mais à l'école et à la maison communale, tout le monde parle français. Au début, c'est difficile, mais je vois bien que cela aide mes enfants à trouver du travail en ville. Je me sens toujours flamand, mais je suis fier d'être belge. Témoignage fictif d'un ouvrier à Anvers en 1916.
L'occupant allemand essaie de nous diviser, mais ici, nous parlons tous le français au travail et à l'usine. Nous sommes tous belges avant tout. Témoignage fictif en 1955 d'une institutrice à Gand. La majorité des enfants parlent flamand à la maison, mais à l'école, nous enseignons en français. Certains parents se plaignent, mais la plupart comprennent que c'est utile pour l'avenir. Témoignage fictif d'un politicien à Bruxelles en 1975. Ici, à Bruxelles, il n'y a pas de crise linguistique. Tout le monde parle français dans l'administration et à l'université. Les partis régionalistes sont inexistants. Nous discutions plutôt d'économie, de relations avec l'Europe. Témoignage fictif d'une entrepreneuse à Anvers en 1975. Même si j'ai grandi en Flandre, mes affaires se font principalement en français. Cela rend les échanges avec Bruxelles et la Wallonie faciles. Il n'y a jamais eu de tension entre Wallons et Flamands. Ici, tout le monde se comprend. Témoignage fictif d'un étudiant à Liège en 2020. Je n'ai jamais appris le flamand à l'université. Tous mes camarades parlent français. Même les étudiants flamands. On est une vraie Belgique unie. Certains se demandent si l'on perd un peu de culture locale, mais personne ne s'en inquiète de trop. Lettre fictive d'une mère wallonne à son fils en 1962. Ton père grogne. Encore une réforme linguistique. Désormais, chaque région aura sa langue officielle. La République dit que c'est pour respecter les communautés. Moi, je crains que cela ne nous divise encore plus, mais au moins les Flamands ne parlent plus de sécession. Discours fictif du président Henri de Clercq en 1970. Citoyens, nous avons entendu la voix des peuples flamands et wallons. La République devient fédérale. Chaque région aura son autonomie linguistique et culturelle, mais nous resterons unis sous la bannière de la République belge. L'avenir est au compromis. Témoignage fictif d'une étudiante flamande à Bruxelles en 2000. À l'université, mes cours sont bilingues. J'écris mes dissertations en flamand, mes amis wallons en français, c'est parfois lourd, mais je me sens vraiment citoyenne belge. La République n'a pas choisi entre nos langues, elle nous oblige à vivre ensemble. Éditorial fictif dans la Gazette républicaine en 2025. En 2 siècles, la République est passée d'un jacobinisme francophone à un fédéralisme bilingue. Elle n'a pas écrasé le flamand, elle n'a pas éclaté en 2 États, elle a survécu par le compromis. Certains y voient de la faiblesse, d'autres la plus belle preuve de résilience républicaine. Et si la Wallonie s'était industrialisée beaucoup plus tard? En 1830, la Belgique devient indépendante. Dans notre réalité, la Wallonie est déjà la région la plus industrialisée grâce à ses mines de charbon et ses industries sidérurgiques. Dans cette uchronie, supposons que l'exploitation du charbon et la révolution industrielle se soient concentrées plus tard, autour de 1880. Les causes possibles auraient été que la découverte de gisements de charbon exploitables aurait été tardive. Il y aurait eu un retard des infrastructures de transport, que ce soit des canaux ou des chemins de fer, manque d'investissements industriels, notamment par les banques et l'État belge. L'orientation économique initiale se serait dirigée vers l'agriculture et le commerce plutôt que vers l'industrie lourde. Les conséquences auraient été que la Wallonie reste largement rurale et agricole au moment de l'indépendance. La Flandre et Bruxelles commencent à capter l'essentiel des investissements et du commerce international. Il y aurait eu moins de conflits sociaux précoces, l'industrialisation aurait été tardive, limitant les premières vagues de grèves ouvrières des années 1830 à 1850. Voici la chronologie complète concernant cette uchronie. En 1830, c'est l'indépendance de la Belgique, la Wallonie reste majoritairement agricole. Les mines de charbon sont connues mais peu exploitées. Entre 1835 et 1840, il y a un début timide de l'industrialisation en Flandre et à Bruxelles. La Wallonie est laissée de côté par les investisseurs. Entre 1845 et 1850, il y a une crise agricole majeure dans certaines zones wallonnes, peu de réseaux de transport modernes limite le commerce intérieur. Entre 1850 et 1880, il y a un retard économique et démographique des Wallons. Entre 1850 et 1865, il y a le développement modeste de chemins de fer, les villes wallonnes restent peu peuplées et l'urbanisation est faible. En 1860, les villes flamandes comme Anvers et Gand attirent des capitaux étrangers, accentuant l'écart avec la Wallonie. Entre 1870 et 1880, il y a les premières études d'exploitation intensive du charbon dans le bassin liégeois et ennuyé, mais avec un investissement industriel limité. En 1880, il y a le début réel de l'industrialisation en Wallonie avec des mines et de la sidérurgie. Les investissements sont importants mais tardifs, limitant la compétitivité. En 1890, les premières grandes usines sidérurgiques apparaissent à Charleroi, Liège et Mons, mais restent petites face à celles de la Roure ou d'Anvers. En 1900, la population wallonne commence à migrer vers les villes industrielles, mais le rythme reste inférieur à celui de la Flandre. Entre 1910 et 1914, il y a une croissance industrielle modérée. Les tensions sociales sont limitées car le mouvement ouvrier se développe tardivement. Durant la Première Guerre mondiale, l'industrialisation naissante est partiellement détruite par l'occupation allemande. La Wallonie ne joue pas un rôle majeur dans l'économie belge.
En 1920, il y a la reconstruction et il y a de nouveaux investissements étrangers, principalement concentrés sur la Flandre. En 1930, la Wallonie commence à peine à rattraper son retard industriel, mais reste très vulnérable économiquement. Durant la Seconde Guerre mondiale, les bombardements sont limités sur l'industrie naissante. Elle a un retard supplémentaire par rapport à la Flandre et à l'Allemagne. Entre 1945 et 1955, la révolution industrielle est plus structurée en Wallonie, surtout avec la sidérurgie et les mines. Le boom économique profite surtout à la Flandre et à Bruxelles. En 1960, les mines de charbon wallonnes commencent à décliner face à la concurrence internationale. En 1970, la crise sidérurgique et charbonnière frappe fortement la Wallonie. Le chômage devient massif. Les villes industrielles souffrent. Il y a le début de la construction du mouvement wallon pour l'autonomie économique et politique, motivé par le retard industriel et la dépendance financière envers l'État fédéral. En 1980, la Wallonie tente de reconvertir son économie vers les services, mais l'industrie reste le moteur principal. En 1990, la population wallonne vieillit, tandis que la Flandre attire la majorité des investissements étrangers. En 1993, il y a la réforme de l'État belge. La Wallonie obtient plus d'autonomie régionale, mais conserve un retard économique marqué. En 2000, l'industrie wallonne reste marginale. Les services et les petites technologies commencent à se développer, mais l'écart avec la Flandre est important. En 2005, il y a le début de projets ambitieux de revitalisation économique, de technologie, de tourisme industriel et de recherche. En 2010, il y a la création de pôles technologiques à Charleroi et à Liège, mais l'investissement reste limité par rapport à Bruxelles et Anvers. En 2020, la Wallonie connaît un vieillissement démographique sévère, une population urbaine stagnante et une dépendance économique envers la Flandre. En 2025, la Wallonie est partiellement réindustrialisée, mais reste la région la moins dynamique économiquement de Belgique. Le retard historique continue d'affecter l'emploi, la migration et la politique régionale. Voici les témoignages concernant cette uchronie, lettre fictive d'un paysan wallon en 1835. Depuis l'indépendance, on dit que la Belgique sera riche et forte. Pourtant, chez nous, les champs ne rapportent pas plus qu'avant. On n'a pas vu d'usine comme à Bruxelles ou à Gand. Les jeunes partent pour Anvers chercher du travail. Ici, on reste avec la terre et la misère. Journal fictif d'un jeune ouvrier en 1895. Enfin, une grande usine a ouvert à Charleroi. J'ai quitté la ferme de mon père pour venir travailler ici. Le travail est dur, mais au moins j'ai un salaire. On dit que dans le nord de la France et en Flandre, les ouvriers se battent déjà pour de meilleurs droits. Ici, nous commençons seulement à nous organiser, peut-être plus tard. Témoignage fictif d'une ouvrière pendant la crise en 1932. L'usine de Liège a fermé ses portes. Nous n'avons travaillé que quelques années avant que tout s'arrête. Mon mari est au chômage et mes enfants ont faim. On nous dit d'aller à Bruxelles, mais là-bas, ils ne veulent pas de nous. Nous avons perdu la ferme et nous n'avons pas encore gagné la ville. Discours fictif d'une personne syndiquée en 1971. Camarades, nous payons aujourd'hui le prix de notre retard. Tandis que la Flandre s'est modernisée, notre industrie à peine née s'effondre déjà. Nous sommes les oubliés de la Belgique. Nous exigeons que la Wallonie prenne en main son destin. Témoignage fictif d'un jeune diplômé en 1995. J'ai étudié l'informatique à Louvain, mais ici à Mons, il n'y a pas d'emploi. Tous mes amis partent à Bruxelles ou en Flandre. Nos villes se vident, nos parents restent seuls. On dirait que la Wallonie est toujours en retard d'un train. Les projets, entretien radio fictif en 2025. Les projets de reconversion existent, oui. On parle de start-up, de recherche à Liège et à Charleroi, mais ça reste petit. Mon fils travaille à Anvers, ma fille à Bruxelles. Moi, je suis fier d'être wallon. Mais je dois l'admettre qu'on vit encore dans l'ombre économique de la Flandre. Notre passé industriel tardif nous a marqué pour longtemps. Et si la Flandre s'était industrialisée beaucoup plus tard? Les causes auraient été qu'il y aurait eu déjà moins de charbon en Flandre que dans le sillon wallon à Charleroi, à Liège et à Mons. Si l'exploitation de ces ressources avait été plus difficile, cela aurait freiné la concentration industrielle. Les sols auraient été plus tournés vers l'agriculture intensive. Les élites flamandes auraient pu privilégier le rendement agricole plutôt que l'investissement industriel. Il y aurait eu moins d'investissements étrangers au XIXe siècle. La Flandre a attiré des capitaux britanniques pour le textile, par exemple à Gand, qui fut la Manchester de la Belgique. Sans cela, le décollage aurait été retardé. La dépendance aussi à la Wallonie et aux importations sans bases industrielles locales. La Flandre aurait pu rester un marché de consommation avec pas de production. La domination francophone dans l'administration et la bourgeoisie pouvait aussi décourager l'essor d'un capitalisme flamand autonome. Les conséquences d'une industrialisation tardive auraient été les suivantes.
La Wallonie aurait gardé son avance industrielle et son rôle de moteur national beaucoup plus longtemps. La Flandre serait restée agricole avec une structure sociale dominée par des petits exploitants et des ouvriers agricoles avec peu de mobilité sociale. Gand, Anvers, Bruges, Courtrai auraient eu un développement plus lent, avec moins d'industrie textile et portuaire. Les Flamands auraient cherché du travail en Wallonie, en France ou à l'étranger, le maintien d'une question sociale plus dure en Flandre avec une pauvreté, un sous-emploi et des inégalités plus fortes. Le poids aurait été plus limité de la bourgeoisie flamande. La société flamande aurait été dominée par les élites terriennes et par le clergé, retardant l'émergence d'une classe moyenne entrepreneuriale. Le pouvoir économique et politique serait resté largement francophone et wallon. Le mouvement flamand aurait été affaibli sans base économique solide. Les revendications linguistiques auraient eu du mal à s'imposer. On aurait peut-être vu un bilinguisme belge prolongé avec une nette domination du français. Il n'y aurait pas ou peu de fédéralisme. On aurait eu une Belgique plus unitaire encore dans la seconde moitié du XXe siècle, la langue néerlandaise marginalisée sans la montée économique flamande. Et l'imposition du flamand comme langue officielle aurait été freinée. La vie intellectuelle, scientifique et artistique belge aurait été encore plus tournée vers le français. Voici la chronologie de l'Uchronie. En 1830, il y a la création d'État belge. Le premier gouvernement provisoire se compose majoritairement d'élites francophones et wallonnes. La Flandre reste majoritairement rurale et flamande, mais sans relais économique fort. Entre 1830 et 1840, les infrastructures sont orientées vers le sud avec les premiers crédits publics et privés qui vont prioritairement au bassin charbonnier wallon, notamment à Liège et à Charleroi. Les chemins de fer et canaux sont davantage pensés pour relier les mines et les usines wallonnes aux ports français et à Anvers. Les investissements étrangers britanniques et français privilégient la Wallonie. La conséquence immédiate est qu'il y a l'émergence d'une bourgeoisie industrielle wallonne et francophone. La Flandre reste artisanale, agricole, avec l'émigration saisonnière vers la Wallonie et la Manche. Dans les années 1850, il y a le boom du charbon et de l'acier en Wallonie, avec des mines et de la sidérurgie qui se multiplient. La main-d'œuvre wallonne est attirée vers vers les villes. Les centres urbains wallons connaissent une croissance rapide. Entre 1850 et 1860, il y a la stagnation flamande. Les villes flamandes comme Gand et Courtrai gardent une base textile artisanale mais n'atteignent pas le grand capital industriel. Anvers reste un port important, mais son hinterland industriel est surtout wallon. L'administration nationale, le Parlement et l'enseignement supérieur restent largement francophones. Le flamand n'est pas encore institutionnalisé au même niveau. Il y a une immigration interne entre la Flandre et la Wallonie et une immigration à l'étranger. La question linguistique est latente, mais sans puissant levier économique flamand, elle reste périphérique. Entre 1870 et 1900, il y a une concentration du capital, des banques et des maisons d'investissement qui s'implantent en Wallonie avec la création d'alliances industrielles. Anvers fonctionne comme un port industriel, mais sous influence financière wallonne. Dans les années 1890, il y a le début du développement du mouvement flamand culturel, mais limité, avec des associations culturelles et pédagogiques pro-flamandes qui apparaissent avec des revues et des écoles privées, mais sans relais économiques, leur influence politique est restreinte. À la fin du XIXe siècle, il y a l'exode rural flamand avec des vagues d'ouvriers flamands qui s'installent dans les bassiers charbonniers wallons avec le vote politique flamand qui reste majoritairement conservateur et rural. Le Parlement est dominé par les francophones avec des lois sociales naissantes, avec des assurances et des régulations du travail sont conçues dans un cadre national centralisé, avec de fortes influences wallonnes. Durant la Première Guerre mondiale, la Belgique subit l'invasion allemande. Dans notre scénario, l'effort de guerre met en lumière la dépendance industrielle belge concentrée au sud. Entre 1918 et 1920, il y a la reconstruction qui est principalement axée sur les régions industrielles wallonnes. La Flandre reçoit moins d'investissements de reconstruction, renforçant le retard. Dans les années 1920, les revendications culturelles sont limitées. Le mouvement flamand revendique davantage de droits linguistiques et obtient quelques concessions symboliques avec l'enseignement primaire en flamand, mais pas d'égalisation réelle. En 1929, la Wallonie reste fortement industrialisée et exportatrice, subit une crise sévère avec un chômage massif dans les mines et les usines. Paradoxalement, l'effondrement industriel du Sud crée une pression migratoire inverse. Les Wallons cherchent du travail ailleurs, notamment en Flandre et au Royaume-Uni. La Flandre, bien que pauvre, devient un refuge agricole et se transforme moins rapidement qu'ailleurs.
Poussé par des réformes sociales d'assurance, chômage et des limitations hebdomadaires, le clivage régional s'intensifie. La Wallonie lutte pour sauvegarder l'industrie, la Flandre réclame un soutien agricole et des infrastructures. Durant l'occupation allemande entre 1840 et 1945, les industriels wallons sont mis à contribution. La centralisation de l'économie nationale facilite l'exploitation par l'occupant. Après la guerre, une partie de la haute industrie wallonne est affaiblie, avec l'usure et les bombardements, mais conserve un capital humain et institutionnel qui lui permet de rester dominante au redémarrage. Entre 1945 et 1955, avec le plan Marshall, les fonds et les technologies d'après-guerre alimentent surtout les régions d'industriels existantes. La Wallonie obtient des crédits pour moderniser ses aciéries, la Flandre reçoit des aides mais reste majoritairement agricole. Durant les années 1950, il y a l'essor de l'État-providence. L'État belge met en place des filets sociaux et nationaux. La centralisation demeure forte. La culture francophone conserve sa prééminence dans l'élite administrative. La Flandre profite marginalement des industries naissantes, notamment des automobiles légères et des agro-industries, mais l'investissement productif reste faible jusqu'à la fin des années 1960. Durant les années 1960, il y a la modernisation agricole et des petites industries. Il y a aussi la mécanisation des campagnes flamandes et l'émergence de PME dans la chimie légère et l'agroalimentaire, principalement financées par des capitaux étrangers prudents, notamment venant des Pays-Bas et d'Allemagne. Le mouvement flamand aurait été politisé, l'amélioration de l'enseignement flamand avec des concessions supplémentaires et la formation d'une classe professionnelle flamande moyenne renforcent les revendications. Il y a l'essoufflement d'une industrie lourde vieillissante, le chômage industriel persistant dans le sud. Le clivage économique devient moins net en sens absolu et plus visible politiquement. Entre 1973 et 1980, il y a le choc pétrolier et des restructurations. L'industrie lourde wallonne est plus particulièrement touchée. Il y a la fermeture d'usines, les reconversions sont difficiles, le gouvernement central, pour éviter des éclats sociaux, commence à encourager la décentralisation industrielle et la Flandre, avec des terres disponibles et de la main-d'œuvre, devient une cible pour de nouvelles usines. Dans les années 1970, il y a des politiques publiques incitatives avec des allègements fiscaux qui attirent des usines d'assemblage de l'électronique et automobile vers la Flandre. C'est le début d'une industrialisation tardive, contrôlée et partiellement importée. Il y a la montée d'un discours régionaliste plus revendicatif en Flandre, désormais appuyé par des intérêts économiques naissants. Durant les années 1980, l'industrialisation flamande est accélérée avec une recomposition économique belge. Il y a aussi un boom des investissements étrangers en Flandre. Les multinationales européennes implantent des usines et des parcs logistiques. Anvers voit son trafic portuaire modernisé au service d'un hinterland flamand et international. Il y a des reconversions wallonnes qui sont dues à une forte volonté politique à Bruxelles et à Liège de reconvertir l'ancien bassin minier vers les services et la haute technologie, mais avec un succès limité et un retard. Les premières réformes de décentralisation sont plus nettes, elles sont transférées partiellement avec la formation professionnelle, mais aussi des infrastructures régionales. Le fédéralisme naît plus tard que dans notre réalité, mais est amorcé sous une pression sociale. Il y a une migration interne inversée. Des jeunes flamands trouvent des emplois locaux, attirant aussi des travailleurs étrangers et wallons dans certaines zones. Durant les années 1990, il y a une consolidation économique flamande avec la montée du fédéralisme qui est tardif. La Flandre se spécialise dans des secteurs comme la logistique, la chimie légère, la technologie automobile, les services aux entreprises. Il y a une forte implantation de sièges régionaux de firmes européennes. Face à la recomposition économique, on assiste à une grande réforme constitutionnelle en 1993 à 1995. Dans ce scénario, elles sont plus tardives qu'en réalité, qui transforment la Belgique en État fédéral avec des compétences substantielles aux régions, avec une économie régionale, des infrastructures et une éducation professionnelle. La Flandre obtient un pouvoir réel qu'elle n'avait pas eu au début du XXe siècle. Il y a le renforcement de partis régionaux flamands modérés d'un centre droit favorable au développement économique, tandis que la Wallonie voit davantage à gauche, vote davantage à gauche,
cherchant la protection sociale et la reconversion industrielle. Durant les années 2000, il y a un écart de prospérité. La Flandre post-industrialisée, mais tardivement, connaît un taux de chômage inférieur à la Wallonie. Anvers devient un pôle linguistique majeur du Benelux. En Wallonie, il y a des reconversions partielles avec des clusters biotech, mais aussi de recherche, mais aussi il y a une persistance de poches de chômage et de pauvreté. Il y a des débats constitutionnels autour des transferts fiscaux interrégionaux, avec des tensions sur des politiques d'emploi et des allocations. On voit des grèves massives dans le Sud entre 2002 et 2006 et des négociations difficiles sur la solidarité nationale. Durant les années 2010, l'intégration européenne est élevée. La Flandre est plus ouverte aux capitaux étrangers et au commerce. Profite des chaînes de valeurs européennes, le port d'Anvers et de Rotterdam s'intègre davantage. La crise de 2008 a des répercussions notamment avec la Flandre qui, avec un tissu de PME compétitif, récupère plus vite. La Wallonie est encore plus dépendante des secteurs en déclin, mais plus de temps. Mais plus de temps. Il y a la montée de débats identitaires et fiscaux. Certains partis flamands réclament davantage d'autonomie fiscale. Entre 2014 et 2019, les gouvernements fédéraux sont souvent des coalitions instables car la géographie électorale est polarisée. Il y a un accroissement des différences de revenus régionaux et il y a des politiques de formation professionnelle massive en Flandre. Durant 2020, avec le Covid-19, la pandémie frappe tout le pays. La Flandre, avec une économie plus tournée vers les services flexibles et la logistique, gère mieux les ruptures que les centres industriels wallons encore fragiles. Entre 2021 et 2023, il y a des plans de relance qui sont mis en place avec des fonds européens qui sont abondants. La Flandre attire une part disproportionnée des investissements liés à la transition verte et digitale grâce à son tissu PME et ses ports. Entre 2024 et 2025, il y a la montée des demandes de péréquation. La Wallonie pousse pour une révision des mécanismes de péréquation de transferts interrégionaux. La Flandre est désormais économiquement plus compétitive qu'au XXe siècle, mais ayant commencé tard, elle réclame des garanties sur l'efficacité des fonds. Les tensions politiques atteignent des sommets, mais l'intégrité de l'État tient. C'est coûteux, mais c'est un compromis social. Voici les témoignages concernant cette uchronie. Dans le journal fictif d'un paysan flamand de la région de Roulers en 1852. Mon frère est parti à Mons chercher du travail dans les mines. Ici, les champs nourrissent encore la famille, mais à peine. On dit que dans le sud, les machines et les hauts fourneaux s'élèvent partout et qu'il y a du pain à gagner, même si l'air y tue les poumons. Je me demande si nos enfants auront seulement une chance de rester ici. Lettre fictive d'un ouvrier flamand émigré à Liège en 1888. Je travaille à la coquerie de Serein. Beaucoup de mes camarades viennent de Flandre, comme moi. Nous parlons notre langue entre nous, mais dans l'usine, tout est en français. Les contremaîtres se moquent quand on essaie de répondre. J'ai l'impression d'avoir quitté ma patrie sans avoir traversé de frontières. Discours fictif d'un député libéral wallon à la Chambre en 1919. Mesdames, Messieurs, c'est grâce à l'ardeur de nos mineurs et de nos métallurgistes que la Belgique s'est relevée de la guerre. Le pays ne doit pas se diviser entre des provinces agricoles et industrielles, mais reconnaissons-le, sans la Wallonie, il n'y aurait pas de prospérité nationale. Témoignage fictif d'un instituteur flamand à Bruges en 1933. Les enfants apprennent à lire en flamand, mais dès qu'ils passent au collège, enfin à l'école secondaire, on les oblige à suivre les cours en français. Comment peuvent-ils espérer progresser? Les familles pauvres n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à Gand ou Bruxelles. On nous dit que c'est pour le bien de la nation, mais c'est surtout pour maintenir la supériorité du Sud. Tract fictif d'un syndicaliste wallon en 1968. On ferme nos charbonnages, on casse nos aciéries, et voilà que l'État verse des millions pour construire des usines en Flandre. On abandonne pendant que le Nord commence à récolter ce que nous avons semé pendant un siècle. Entretien fictif avec une ouvrière flamande à Courtrai en 1985. Quand l'usine japonaise est arrivée, on n'y croyait pas. Moi, j'ai laissé les champs de mes parents pour devenir opératrice. Le salaire n'est pas énorme, mais c'est mieux que d'aller à Bruxelles comme domestique. Enfin, on dit que la Flandre a un avenir. Déclaration fictive d'un ministre flamand en 2002. Pendant longtemps, on nous a dit que nous étions la périphérie agricole de la Belgique. Aujourd'hui, les entreprises étrangères viennent chez nous. À Anvers,
À Gand, à Louvain, nous ne voulons plus être assistés, mais nous ne voulons pas non plus financer l'inefficacité des autres régions. L'heure est venue d'une Flandre responsable de ses propres moyens. Témoignage fictif d'une étudiante wallonne à Anvers en 2021. J'ai trouvé une bourse pour venir suivre un master en sciences de l'environnement ici. La Flandre est en avance sur les technologies vertes. Chez nous, on peine encore à redémarrer après la pandémie. Mes parents ne comprennent pas pourquoi j'ai dû monter au nord, mais je leur ai dit que l'avenir est là. Et maintenant, nous allons parler de l'Uchronie et si Bruxelles s'était industrialisée beaucoup plus tard que dans la réalité. Les causes qui auraient pu mener à cette Uchronie auraient pu être les suivantes. Tout d'abord, la vallée de la Seine et les environs auraient pu être jugés moins favorables avec moins de charbon à proximité que le Hainaut ou Liège. Les investissements auraient été orientés prioritairement vers Liège, Charleroi, Mons, Gand ou Anvers. Le pouvoir central belge, après 1830, aurait pu favoriser d'abord les bassins miniers et textiles, laissant Bruxelles dans un rôle administratif et commercial. La bourgeoisie bruxelloise aurait préféré investir dans le commerce, les services et la finance plutôt que dans l'industrie lourde. Les conséquences auraient été que la ville reste un centre administratif, politique et culturel, mais elle n'attire pas la même main-d'œuvre ouvrière qu'en réalité. Il y aurait eu moins de tensions sociales et ouvrières, avec pas ou peu de grandes grèves bruxelloises au XIXe siècle. Dans cette Uchronie, Liège et le Hainaut deviennent encore plus les cœurs industriels du pays. Gand garde une avance textile et portuaire. Bruxelles serait perçue comme une capitale bourgeoise déconnectée du monde ouvrier. Voici la chronologie de cette uchronie. En 1830, avec l'indépendance belge, Bruxelles devient la capitale politique et administrative, mais son économie reste dominée par le commerce, la finance avec les services, et la finance et les services. Entre 1840 et 1860, il y a le développement industriel dans le Hainaut avec le charbon. La sidérurgie et Liège avec la métallurgie et Gand avec le textile, Bruxelles reste en marge. Entre 1860 et 1880, la ville croît comme un centre bourgeois, avec des institutions culturelles, avec des opéras, des universités, des musées, mais sans grande concentration ouvrière. En 1880, il y a une exposition universelle à Bruxelles. La capitale se montre comme une vitrine bourgeoise, pas comme un centre industriel. En 1890, seules des industries légères et alimentaires et d'imprimerie et d'artisanat raffiné s'installent, mais rien à l'échelle des bassins miniers. Entre 1900 et 1914, Bruxelles se spécialise dans la finance et l'administration coloniale au Congo, tandis que les ouvriers affluent ailleurs. Le mouvement ouvrier bruxellois est faible par rapport à Liège ou à Charleroi. Durant la Première Guerre mondiale, avec l'occupation allemande, Bruxelles subit l'occupation comme capitale, mais sans grandes grèves ouvrières, puisqu'elle n'a pas de forte base industrielle. Entre 1920 et 1930, la ville se modernise avec des trams et des grands boulevards, mais reste surtout une capitale de fonctionnaires et de commerçants. En 1936, il y a des grèves ouvrières partout dans le pays qui impactent surtout Liège. Charleroi, Gand, Bruxelles restent en retraite. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Bruxelles est le centre administratif de l'occupant, non pas un bastion ouvrier de résistance. Entre 1945 et 1950, Bruxelles n'a pas à gérer de reconversion industrielle lourde, contrairement au bassin wallon. En 1957, Bruxelles est choisie comme siège de la CEE, qui fut l'ancêtre de l'UE. Sa spécialisation tertiaire en fait une capitale idéale sans passé ouvrier encombrant. En 1960, c'est l'indépendance du Congo. Bruxelles profite comme un centre administratif, mais sans base industrielle pour absorber le choc économique. Entre 1965 et 1970, la ville devient une métropole tertiaire et administrative avec des banques, des assurances et une fonction publique. L'immigration ouvrière maghrébine se dirige plutôt vers Liège et Charleroi que vers Bruxelles. Dans les années 1970, la crise industrielle frappe surtout la Wallonie avec des fermetures d'usines et un chômage de masse. Bruxelles est épargnée car son économie est déjà tertiaire. En 1980, Bruxelles devient officiellement la région capitale avec des réformes institutionnelles, confirmant son statut administratif et politique. Entre 1985 et 1992, il y a l'expansion des institutions européennes et de l'OTAN à Bruxelles. La ville se transforme en capitale internationale sans passé industriel lourd. Durant les années 1990, Bruxelles attire davantage d'expatriés et de fonctionnaires européens que de travailleurs immigrés d'usines. Il y a une identité cosmopolite accentuée. Durant les années 2000, Bruxelles est une ville de services, de diplomatie et d'administration. Il n'y a pas de mémoire ouvrière forte et moins de lutte syndicale locale.
Durant les années 2010, Bruxelles devient une capitale internationale de plus en plus déconnectée des réalités wallonnes post-industrielles et flamandes portuaires et logistiques. En 2025, Bruxelles est perçue comme le centre politique, administratif et financier de l'Europe, comparable à Washington ou à Genève, mais sans le passé industriel et les grandes luttes ouvrières qui ont marqué d'autres capitales européennes. Voici les témoignages concernant cette uchronie. Témoignage fictif d'un artisan bruxellois en 1835. Depuis l'indépendance, Bruxelles change, mais pas comme Liège ou Gand. Ici, on ne bâtit pas de hauts fourneaux, on vit de commerce, artisanat et de fonctionnaires. J'entends dire qu'à Charleroi, la nuit est éclairée par les flammes des usines. Ici, nos rues restent sombres mais calmes. Discours fictif d'un député flamand en 1858. Il est étrange que notre capitale n'ait pas pris part à la révolution industrielle. Bruxelles se veut le cœur de la Belgique, mais elle n'est que le cerveau administratif. Le sang et la sueur coulent ailleurs dans nos bassins houillés. Témoignage fictif d'une ouvrière gantoise en 1882. J'ai songé à chercher du travail à Bruxelles, mais on m'a dit qu'il n'y a pas d'usine là-bas, seulement des bureaux et des bourgeois. Alors je reste ici, dans le textile. Bruxelles, c'est une autre vie, pas la nôtre. Témoignage fictif d'un syndicaliste liégeois en 1913. À Bruxelles, on manifeste pour la réforme électorale, mais jamais pour de meilleurs salaires. Comment pourraient-ils comprendre? Ils n'ont pas nos mines, ni nos laminoirs. Leur capitale est bourgeoise, la nôtre est ouvrière. Témoignage fictif d'un banquier bruxellois en 1929. La crise frappe Wall Street et secoue nos mines. Mais à Bruxelles, nous ne craignons pas la fermeture des usines, car nous n'en avons presque pas. Nous continuons nos affaires, nos cafés, nos expositions, on nous accuse d'indifférence, c'est peut-être vrai. Témoignage fictif d'un étudiant bruxellois sous l'occupation en 1941. Les Allemands ont installé leur administration ici. Notre ville est calme. Il n'y a pas de ces grandes grèves dont parlent les journaux clandestins. Je crois que c'est parce que nous ne sommes pas une ville ouvrière. Témoignage fictif d'une mère de famille de Charleroi en 1958. L'exposition 1958 fait briller Bruxelles aux yeux du monde. Pendant ce temps, mon mari perd son emploi à la mine. Bruxelles s'élève, nous descendons. Voilà la vérité de ce pays. Témoignage fictif d'un fonctionnaire européen en 1965. Si Bruxelles est devenue la capitale de l'Europe, c'est parce qu'elle est neutre. Il n'y a pas de fumée industrielle, pas de grands quartiers ouvriers. C'est une ville de bureaux, de diplomatie, elle nous ressemble. Témoignage fictif d'un mineur licencié à Liège en 1983. On ferme nos puits, nos aciéries. On nous dit de chercher du travail à Bruxelles. Mais Bruxelles, c'est des ministères, des banques, pas des usines. On ne parle pas la même langue, on ne vit pas dans le même monde. Témoignage fictif d'une étudiante bruxelloise en 1999. Quand je vais à Charleroi, je vois des friches et des murs noirs de suie. Ici à Bruxelles, nos bâtiments sont clairs, nos emplois sont dans les bureaux. On me dit que Bruxelles ne comprend pas la Wallonie, peut-être que c'est vrai. Témoignage fictif d'un expatrié espagnol à la Commission en 2015. J'aime Bruxelles. Ce n'est pas une ville industrielle reconvertie comme tant d'autres capitales européennes. C'est une ville née pour la politique. Elle a quelque chose de Genève ou de Washington. Elle existe pour gouverner, pas pour produire. Témoignage fictif d'une bruxelloise âgée en 2025. Je suis né dans une ville sans usine, mais pleine de fonctionnaires et de ministères. J'ai vu Bruxelles devenir européenne, internationale. On nous reproche de ne pas avoir de mémoire ouvrière, mais notre mémoire est ailleurs, celle des bureaux, des parlements, des ambassades. Maintenant, parlons de l'Uchronie. Quelle aurait été l'Uchronie parfaite pour la Belgique où tout s'était bien passé pour elle? Alors, il y a plusieurs de ces Uchronies. Et ces uchronies, il y a évidemment la chronologie et les témoignages, mais évidemment, puisque c'est l'Uchronie parfaite, si je puis dire, il n'y a pas besoin de dire quelles sont les causes et les conséquences de cette potentielle uchronie, de points de divergence, puisque c'est l'Uchronie parfaite que j'ai pu imaginer, enfin parfaite, la plus optimiste. Et puis évidemment, il y aura l'Uchronie la plus pessimiste, évidemment. En 1830, la révolution belge est réussie sans effusion de sang. Son indépendance est reconnue par les grandes puissances et sa neutralité garantie par le traité de Londres. En 1831, Léopold Ier monte sur le trône grâce à son réseau britannique et allemand. Il obtient un soutien financier massif. En 1835, la création du premier chemin de fer continental Bruxelles-Malines est inaugurée. Dans l'Uchronie, le réseau s'étend encore plus vite, faisant la Belgique un hub industriel européen. La Belgique s'industrialise massivement, l'ambition maritime est encouragée. En 1836, il y a une opportunité géopolitique au Texas. La Belgique soutient la République du Texas contre le Mexique. Des colons belges s'installent dans l'Est texan.
1838, il y a une alliance officieuse avec la France avec un appui diplomatique contre des aides économiques et une future répartition coloniale. En 1839, le Texas devient un protectorat belge. Il y a une reconnaissance internationale sous pression française. En 1843, il y a la première fondation de la colonie belge de Santo Tomás de Castilla au Guatemala. La première base coloniale belge est réussie en Amérique centrale. Durant les années 1850, il y a le développement de l'industrie lourde d'acier, de charbon et de textile. La Wallonie devient la Roure avant la Roure, car celle-ci s'est industrialisée avant elle bien plus vite que dans la réalité. En 1853, il y a le début de l'immigration agricole belge au sud du Brésil à Santa Catarina et Paraná avec l'appui de l'empereur Pedro II. En 1855, il y a l'installation de comptoirs belges en Côte de l'Or, en actuel Ghana, via des accords avec le Royaume-Uni. En 1860, il y a la création d'une concession belge à Tianjin, en Chine, pour le commerce. En 1869, la Belgique obtient des droits de construction sur un canal interocéanique au Nicaragua. En 1870, il y a le début d'une présence économique belge au Venezuela avec l'obtention de concessions portuaires, notamment à La Guaira. En 1870 encore, pendant la guerre franco-prussienne, la Belgique reste neutre mais profite passivement du commerce, devenant le banquier de la France et de l'Allemagne. En 1872, Léopold II parvient à acheter les Philippines à une Espagne ruinée. Il y a la fondation des Philippines belges administrées comme une colonie modèle. En 1875, la Belgique a une influence économique croissante au Paraguay, affaiblie par la guerre de la Triple Alliance. Il y a un traité d'assistance qui permet que le Paraguay devienne un protectorat belge. En 1878, la Belgique achète le Suriname aux Pays-Bas. Durant les années 1880, Léopold II établit au Congo une administration moderne investissant massivement dans des infrastructures et l'éducation inspirée de son modèle caribéen. En 1885, le Congo devient une colonie belge directe. L'administration se veut modèle avec des infrastructures, des écoles, mais aussi avec la santé publique. En 1887, il y a la création de la Fédération d'Amérique centrale belge avec le Guatemala, l'Honduras et le Nicaragua. En 1890, il y a la construction par les Belges d'un canal interocéanique au Nicaragua, qui est un concurrent du canal de Panama. Le port de Colón au Panama devient une zone spéciale belge. Durant les années 1890, grâce au Congo et au Guatemala, la Belgique devient le premier exportateur mondial de caoutchouc, cacao et café. En 1894, il y a la découverte de pétrole au Texas belge avec l'accélération du développement de la ville de Beaumont et de Houston, appelée Port-Liège. En 1895, le Paraguay devient une province autonome belge. Nouvelle-Bruges en devient la capitale. Il y a une politique de reconstruction agricole, sanitaire et éducative. En 1900, c'est l'exposition universelle de Paris. La Belgique impressionne le monde avec ses colonies, ses innovations industrielles et son art, comme l'art nouveau, mais aussi avec Horta et Ensor. En 1900, il y a l'achat des îles Vierges danoises par la Belgique et aussi le développement du port franc de Saint-Thomas-sur-Mer. En 1910, il y a l'intégration du nord de l'Argentine, la région de Misiones, dans la sphère d'influence belge. Des coopératives agricoles belges s'y installent et y cultivent le thé, le cacao et le yerba maté. Bruxelles devient une capitale financière de premier plan, rivalisant avec Londres et Paris. La Belgique reste neutre durant la Première Guerre mondiale. Son empire soutient l'entente économiquement sans subir de conflits. En 1919, la Belgique devient la capitale économique mondiale. Elle accueille la Société des Nations à Bruxelles. Après la Première Guerre mondiale, il n'y a pas eu de destruction massive et la Belgique garde intacte son industrie. Elle devient le moteur économique de la reconstruction européenne. En 1925, il y a la création de réseaux de transport intercoloniaux qui sont mis en place avec des chemins de fer au Congo, au Guatemala, au Paraguay et au Texas. Durant les années 1930, la crise mondiale qui affecte la Belgique est atténuée par la richesse coloniale. La reprise économique est rapide grâce au commerce intercontinental belge. Durant les années 1930, la Belgique développe un modèle social avancé avec des assurances, un système de retraite et une éducation gratuite et obligatoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Belgique reste neutre une nouvelle fois. Son empire sert de réserve stratégique pour les Alliés. Bruxelles devient une plaque tournante des négociations secrètes. Bruxelles devient le centre diplomatique de la neutralité européenne, un mini-Genève. En 1945, la Belgique est le membre fondateur de l'ONU. Elle propose un modèle de gouvernance postcoloniale basé sur la fédération et l'autonomie encadrée. La Belgique sort indemne de la guerre et se retrouve avec un empire colonial intact et une économie en plein essor. En 1949, le siège de l'OTAN est placé à Bruxelles. La capitale belge est reconnue comme un centre géopolitique mondial.
En 1952, il y a eu l'adoption de la Charte fédérale belge mondiale avec la création des États associés du Commonwealth belge, qui regroupe plusieurs pays dont le Congo, le Guatemala, les Philippines, le Texas, le Paraguay, le Suriname, la Guyane belge, le Honduras, le Nicaragua, la Côte de l'Or, les îles Vierges. Durant les années 1960, il y a eu des réformes fédérales. Chaque colonie devient une entité autonome avec un droit de représentation à Bruxelles. Les anciennes colonies sont co-dirigées avec des élites locales formées dans les universités belges mondiales. Les exportations coloniales comme le pétrole du Congo, le café du Guatemala et les minéraux rares financent un État-providence belge modèle. En 1970, il y a la crise communautaire entre la Flandre et la Wallonie évitée grâce à un modèle fédéral national inspiré de la structure impériale. Durant les années 1980, il y a la création d'un réseau TGV reliant à Bruxelles, Kinshasa, au Guatemala, à Manille et à Houston. En 1989, c'est la chute du mur de Berlin. La Belgique se positionne comme médiateur entre l'Est et l'Ouest. Durant les années 1990, il y a le lancement de la monnaie unique impériale, la Belga. Il y a aussi le développement du système d'université belge globalisé avec un campus sur chaque continent, avec des campus sur chaque continent. Durant les années 2000, il y a eu des investissements massifs dans les ex-colonies qui ont causé des décollages économiques. Par exemple, le Congo belge est devenu le leader africain de l'énergie des batteries. Texas belge est un centre spatial et technologique. Le Guatemala belge est devenu un hub agro-financier. Les Philippines belges sont devenues une puissance navale et numérique. La Belgique propose un modèle post-ONU, une union fédérale des peuples basée à Bruxelles. Durant les années 2020, la Belgique est le pays le plus prospère par habitant en Europe, combinant les richesses coloniales partagées équitablement, les industries de pointe comme les industries pharmaceutiques, la biotech, mais aussi l'espace, une diplomatie de neutralité active comme la Suisse, mais avec plus de poids. La Belgique compte en 2025 22 États associés sur 5 continents. Elle est le premier pays en PIB habitant mondial, le troisième en puissance diplomatique, le premier en influence culturelle multilingue, le premier pays à avoir colonisé sans guerre ni révolte majeure grâce à une stratégie d'intégration équitable. Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie. Un témoignage d'un cheminot wallon à Houston en 1880. Quand je suis parti de Liège en 1875, jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je verrais les plaines du Texas traversées par des locomotives construites à serein. Les Américains nous regardaient comme des fous, mais aujourd'hui ils viennent acheter nos machines et parler français à la gare de Port-Liège. La Belgique, ici c'est le progrès. Un témoignage d'un universitaire congolais à Léopoldville en 1928. À l'école, on parle lingala, français et flamand. Mon frère apprend l'architecture belge. Moi, je veux devenir ingénieur, comme les hommes qui construisent les rails jusqu'à Stanleyville. Mon père me dit souvent que notre Congo n'est pas une colonie mais une province, et que le roi Albert nous considère comme des Belges, pas comme des sujets. Une professeure à Manille en 1957. On a gardé le tagalog, mais tous nos diplômes sont reconnus à Bruxelles. Nos universités sont jumelées avec celles de Louvain et de Namur. Certains regrettent que les Espagnols nous aient abandonnés, mais depuis que la Belgique est arrivée, l'économie est stable, les écoles sont modernes et nos hôpitaux soignent gratuitement. Un témoignage fictif d'un diplomate américain à Bruxelles en 1968. Chaque fois que je mets les pieds à Bruxelles, j'ai l'impression de marcher dans le cœur du monde. Pas seulement l'Europe, je parle du monde entier. L'Afrique parle à l'Asie ici. Les Caraïbes rencontrent l'Amérique du Sud et tout le monde respecte la parole belge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas colonisé avec des fusils, ils ont bâti avec des traités. Un témoignage fictif d'une chocolatière ghanéenne à Anvers en 1992. Quand mes parents sont venus du Ghana belge à Anvers durant les années 1960, disait que la ville sentait le cacao et les épices. Aujourd'hui, c'est moi qui dirige l'atelier de chocolaterie et j'exporte vers Kinshasa, le Guatemala et même Tokyo. J'aime dire que je suis une Belge de l'Atlantique. Un témoignage d'un historien paraguayen en 2025. Certains appellent notre pays la Suisse de l'Amérique du Sud, mais nous disons que nous sommes la Namur des Andes. L'université de Nouvelle-Anvers est l'une des plus avancées du continent. L'alliance avec la Belgique ne nous a pas enfermés, elle nous a protégés. Nous avons une voix au Parlement de Bruxelles et c'est une voix respectée. Un témoignage fictif d'un entrepreneur congolais à Kinshasa en 2025. Ma start-up fabrique des batteries au lithium à partir des ressources locales avec des brevets belges. J'ai étudié à Louvain, fait mon stage aux Philippines et maintenant j'ai des clients au Texas et au Suriname. J'ai un passeport fédéral, je parle 4 langues et je suis fier du Commonwealth belge.
Mon pays est un moteur, pas une dépendance. Parlons maintenant, évidemment, de l'opposé de l'Uchronie dont nous avons parlé. Quelle aurait été la pire Uchronie pour la Belgique si tout s'était mal passé pour elle? Entre le 2 août et le 12 août 1831, ce fut la campagne des 18 jours. L'armée néerlandaise écrase les Belges, à la différence de la réalité, et la Belgique est sauvée seulement par l'intervention française. Entre 1831 et 1839, la guerre avec les Pays-Bas et le blocus néerlandais sont prolongées. Le pays sort ruiné et dépendant des dettes contractées auprès de Londres et Paris. La monarchie de Léopold Ier est fragile, menacée par les révoltes flamandes et des complots orangistes. Le 19 avril 1839, le traité des 24 articles est signé. Le nouvel État est reconnu mais amputé d'une grande partie du Limbourg et du Luxembourg, plus que dans la réalité. En 1846, il y a une crise alimentaire en Flandre. Il y a une famine et un exode vers les États-Unis. En 1857, il y a des émeutes ouvrières à Liège qui sont réprimées dans le sang. En 1870, il y a la guerre franco-prussienne. Les troupes prussiennes violent la neutralité belge. Des combats font rage à Liège et à Namur. En 1885, durant la conférence de Berlin, Léopold II échoue à obtenir le Congo. La Belgique reste sans colonie, marginalisée diplomatiquement. En 1893, il y a des grèves générales pour le suffrage universel qui sont violemment réprimées avec plus de 200 morts. En 1902, il y a des émeutes ouvrières dans le Borinage avec une intervention de l'armée. En 1912, il y a des manifestations nationalistes flamandes à Anvers qui dégénèrent en affrontement avec l'armée. Le 4 août 1914, l'Allemagne envahit la Belgique et l'armée belge dans cette Uchronie est balayée en 3 semaines. Entre le 6 et le 16 août 1914 a lieu la bataille de Liège et la ville est détruite par l'artillerie lourde allemande. Le 25 août 1914, il y a le massacre de Louvain et la bibliothèque est incendiée et 2000 civils sont exécutés. Entre 1915 et 1918, l'occupation allemande est brutale. Il y a la famine, le travail forcé et des déportations. Contrairement à la réalité, le 28 juin 1919, avec le traité de Versailles, la Belgique ne reçoit rien, ni Eupen Malmedy, ni de colonies, ni de réparation. Le pays est ruiné et humilié, surnommé l'État inutile dans la presse internationale. Durant les années 1920, la reconstruction échoue avec un chômage massif et une misère sociale. La crise de 1929 crée des faillites bancaires et un effondrement des industries wallonnes. En 1932, des émeutes de la faim en Flandre et en Wallonie éclatent. Le 24 mars 1935, Léon de Grelle fonde le mouvement rexiste, qui gagne rapidement en popularité. Durant les élections de 1936, les rexistes et les nationalistes flamands obtiennent 40% des voix. Le Parlement est paralysé. En 1937, il y a la tentative de coup d'État rexiste. Ce fut un échec, mais cela causa un affaiblissement de la démocratie. En 1939, il y a la mobilisation générale, mais l'armée est mal équipée. Le 10 mai 1940, il y a l'invasion allemande de la Belgique qui capitule au bout de 3 jours. Entre 1940 et 1944, il y a le maintien des régimes collaborationnistes, un rexiste en Wallonie et un nationaliste en Flandre. Ces gouvernements intégrés dans la Waffen-SS. En 1942, il y a la déportation massive de juifs belges, une proportion encore plus élevée que dans la réalité. En 1944, les villes d'Anvers, de Bruxelles et de Liège sont bombardées par les avions alliés, causant des dizaines de milliers de morts civiles. Le 8 mai 1945, c'est la capitulation allemande. La Belgique est vue comme un pays massivement collaborateur. La Belgique est par conséquent mise au banc de l'Europe. Le plan Marshall contourne largement la Belgique. Le 4 avril 1949, l'OTAN est créée et le siège est attribué à la ville de Luxembourg et pas à Bruxelles. En 1951, c'est la fondation de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Les institutions sont installées à Strasbourg. La Belgique reste marginalisée. En 1960, une crise économique majeure survient en Wallonie, avec un chômage massif après la fermeture des mines. La Flandre est encore en retard. Les tensions linguistiques explosent. Dans les années 1960, avec des grèves générales en Wallonie et des manifestations flamandes violentes. Le 13 mai 1968, des affrontements violents à Louvain entre étudiants flamands et police ont lieu avec 40 morts et des centaines de blessés. En 1969 et 1970, il y a des émeutes linguistiques à Bruxelles avec une intervention de l'armée. Le 4 avril 1980, la Flandre proclame son indépendance unilatéralement, soutenue par l'Allemagne. Le 10 avril 1980, la Wallonie réclame son rattachement à la France, mais Paris y refuse. Le 20 juin 1980, l'ONU met Bruxelles sous tutelle internationale. Le 1er janvier 1981, c'est la disparition officielle de la Belgique comme État. Le 25 janvier 1981, c'est la constitution de la République flamande avec un régime semi-autoritaire, avec une alliance économique avec l'Allemagne. En 1985, l'État wallon est en faillite, il est surnommé le Donbass occidental. En 1989, Bruxelles est sous administration internationale. C'est devenu une zone de non-droit, en plus de la montée du terrorisme.
En 1991, il y a un refus officiel d'installer des institutions européennes à Bruxelles. Le Luxembourg devient la capitale de l'Europe. Le 22 mars 2016, il y a des attentats massifs à Bruxelles, bien plus graves que dans notre réalité, avec plus de 2000 morts. Le centre-ville est détruit. L'ONU retire sa mission. En mars 2020, comme dans notre réalité, il y a le Covid-19 avec un chaos sanitaire et une mortalité record en Wallonie et à Bruxelles. Bref, en 2025, la Flandre est un État autoritaire, semi-prospère, dépendant de l'Allemagne. La Wallonie est un État mafieux sous influence russe. Bruxelles est une zone grise anarchique, un foyer du terrorisme en Europe. Voici les témoignages concernant cette uchronie. Témoignage fictif d'un ouvrier wallon dans le Borinage en 1865. Nous travaillons 16 heures par jour dans la mine. Les enfants descendent avec nous, à peine 10 ans, noirs de poussière. On dit que les Anglais et les Français qui possèdent nos usines s'enrichissent. Mais ici, nous vivons dans la boue. Les Flamands crèvent de faim dans leurs champs. Et on nous dit qu'ils nous haïssent parce que nous parlons français. Quel avenir à ce pays? Témoignage fictif d'un soldat belge à Liège en août 1914. Nous avons tenu 2 jours à la forteresse de Liège. Puis les obus allemands ont tout écrasé. Mes camarades ont été fauchés comme du blé. Quand j'ai essayé de fuir, j'ai vu les Uhlans exécuter des civils sur la place. Les Allemands sont partout. On dit que le roi a fui, alors pourquoi nous battre encore? Témoignage fictif d'une institutrice flamande à Anvers en 1919. La guerre est finie. Les Allemands sont partis, mais nous n'avons rien gagné. Pas un mètre de terre, pas une réparation. On dit que la France et l'Angleterre nous ont oubliés. Nous avons tout perdu, nos maisons, nos hommes, nos écoles, et maintenant rien. Témoignage fictif d'un militant rexiste à Bruxelles en 1936. Les politiciens bavardent au Parlement, mais ils ne donnent ni du pain, ni du travail. Nous, les rexistes, nous avons une mission, rendre à la Belgique sa grandeur. Les Flamands veulent se séparer, les socialistes vendent le pays aux Russes. Moi, je crois qu'il faut un chef fort comme en Allemagne, sinon c'est la mort du pays. Témoignage fictif d'un civil bruxellois en septembre 1944. Les avions anglais sont arrivés cette nuit. Ils ont visé les gares, mais c'est notre quartier qui a brûlé. Ma sœur est morte sous les décombres. On nous dit que c'est pour nous libérer, mais il ne reste plus rien à libérer. Les nazis nous tuent le jour, les alliés la nuit. Bruxelles n'est plus qu'un cimetière. Témoignage fictif d'un étudiant de Louvain en 1968. La police a chargé. Nous crions Louvain flamand. Et on nous a répondu avec des matraques. On dit que l'armée pourrait intervenir. Mon père a peur d'une guerre civile. Il dit que la Belgique ne tiendra pas longtemps. Moi, je ne veux plus de ce pays. Témoignage fictif d'un fonctionnaire français à Paris en 1980. Ce matin, j'ai reçu une note. La Flandre a déclaré son indépendance. Bruxelles est en flammes. La Wallonie supplie Paris de la rattacher. Mais ici, personne n'en veut. Trop pauvre, trop instable. Alors que faire? Laisser ce petit État mourir tout seul? Témoignage fictif d'une habitante de Charleroi en 1985. Il n'y a plus d'usines, plus de travail, les jeunes partent en Allemagne ou sombrent dans la drogue. Les mafias russes contrôlent les quartiers. On dit qu'on est la Sicile du Nord. Moi, je dis qu'on est juste abandonné. Témoignage fictif d'un soldat de l'ONU à Bruxelles en 2016. Nous patrouillions près de la Grande Place quand ça a explosé. Une bombe, puis deux, puis trois. Les immeubles se sont effondrés, les gens couraient partout. Et ce qui m'a glacé, c'est de voir que même les pompiers refusaient d'entrer, trop dangereux. Bruxelles, capitale de rien, juste un champ de bataille. Témoignage fictif d'un réfugié bruxellois dans un camp de Lille en 2025. J'ai fui Bruxelles quand les groupes armés ont pris mon quartier. Il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité. Les enfants ne pouvaient plus sortir. On vivait dans la peur des attentats. Maintenant, on dit que la ville n'existe plus, qu'elle est partagée entre mafia et terroristes. Je n'ai plus de pays. Et si tout s'était bien passé pour la Wallonie, quelle aurait été l'Uchronie la plus parfaite, la plus optimiste pour elle? Voici la chronologie de cette Uchronie. En 1830, durant la Révolution belge, les Wallons très présents dans l'armée et l'industrie obtiennent une place politique forte dès le départ. En 1835, la première ligne de chemin de fer du continent Bruxelles-Malines est inaugurée. En parallèle, Liège et Charleroi développent un réseau ferroviaire dense pour desservir les mines et les usines. Entre 1840 et 1850, il y a la création d'écoles techniques régionales financées par l'État. Il y a la naissance d'une génération d'ingénieurs wallons. En 1860, Liège devient un centre mondial de la sidérurgie, Charleroi de la verrerie. En 1870, l'État belge instaure une législation sociale avancée avec la sécurité au travail, des syndicats légaux. Les ouvriers wallons deviennent un modèle en Europe. En 1880, l'Université de Liège fonde une école polytechnique prestigieuse attirant des étudiants étrangers.
En 1890, il y a une diversification vers la chimie. Cockerill investit dans les engrais et de nouveaux brevets liégeois. En 1900, la Wallonie est la deuxième région industrielle la plus riche d'Europe après la Roue. Le PIB par habitant est plus élevé en Wallonie que la moyenne britannique. En 1914, durant l'invasion allemande, la résistance wallonne est plus forte que dans notre réalité grâce aux fortifications de Liège et Namur. La région perd un lourd tribut mais sort auréolée de prestige. En 1919, la reconstruction est rapide grâce à des investissements franco-britanniques et à la création de l'Office national de la reconversion industrielle. Entre 1920 et 1930, c'est le début de l'électrification généralisée. Il y a l'essor de l'industrie électrique et mécanique de précision. En 1936, la crise mondiale affecte la Wallonie, mais l'État fédéral injecte des fonds publics pour moderniser la sidérurgie et soutenir les PME. Durant la Seconde Guerre mondiale, la résistance wallonne est très active. Liège et Charleroi deviennent des symboles de courage. Après la guerre, les Alliés considèrent la Wallonie comme un partenaire clé de la reconstruction européenne. En 1947, c'est le début du plan Marshall. La Wallonie reçoit une aide accrue car ses industries sont jugées stratégiques. En 1951, le roi Léopold III abdique, mais dans un climat d'unité nationale moins tendu que dans notre réalité, le rôle héroïque de la résistance a soudé les Flamands et les Wallons. En 1952, la Wallonie devient le moteur de la CECA. Liège accueille un siège technique de l'institution. En 1960, il y a la création d'un plan de modernisation industrielle avec une reconversion progressive du charbon vers la chimie et l'énergie nucléaire. En 1965, il y a la fondation d'un pôle aéronautique à Gosselies, qui est un précurseur de Sonaca, bientôt leader européen. En 1970, il a mis en place des enseignements supérieurs gratuits qui dopent la formation des ingénieurs et chercheurs. En 1975, la Wallonie atteint un PIB par habitant équivalent à celui de la Rhénanie, avec un chômage inférieur à 4%. En 1981, avec le début du fédéralisme belge, la Wallonie obtient une autonomie économique qu'elle utilise pour financer la recherche et les start-up. En 1985, il y a la mise en service du TGV Paris-Liège-Cologne. Liège devient un carrefour européen. En 1990, l'industrie lourde décline, mais elle est compensée par les biotechnologies et l'informatique. Namur devient la capitale numérique. En 1995, la Wallonie crée un fonds d'investissement vert qui est un précurseur du Green Deal, soutenant l'éolien et l'hydraulique. En 2000, la Wallonie est reconnue comme une région à haute qualité de vie avec des transports publics performants, des villes rénovées, un patrimoine culturel mis en valeur. En 2005, Charleroi devient la capitale européenne des énergies renouvelables avec un parc de recherche internationale. En 2010, Liège accueille un centre spatial européen. En 2015, Namur est désignée comme la capitale européenne de la cybersécurité. En 2020, grâce à ses choix écologiques, la Wallonie est quasi neutre en carbone. Son modèle est étudié par l'ONU. En 2025, la population de la Wallonie est de 4 millions d'habitants. La démographie reste stable et légèrement croissante. Le chômage est entre 3 et 4%. Les secteurs phares sont l'aéronautique, le spatial, le biotech, l'énergie verte et le numérique. La Wallonie est classée parmi les 10 régions les plus innovantes d'Europe. Bruxelles reste la capitale fédérale et européenne, mais Namur et Liège rayonnent comme des pôles économiques. Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie. Liège en 1845. Témoignage fictif d'un jeune ouvrier métallurgiste. J'ai 18 ans et je travaille à l'usine Cockerill. Jamais je n'aurais cru qu'un jour nous aurions des écoles pour apprendre à lire, compter et même comprendre les machines. Mon père dit que la Wallonie peut devenir la Manchester du continent. Moi, je commence à y croire. Charleroi en 1900. Témoignage fictif d'un ingénieur en verrerie. Grâce aux nouvelles écoles techniques, j'ai pu inventer une machine qui double notre production de verre sans mettre plus d'hommes au travail. Mes collègues sont fiers et moi aussi. La Wallonie n'est plus seulement une région de charbon, elle devient un centre d'innovation. Liège en 1915, témoignage fictif d'un instituteur pendant la Première Guerre mondiale. Les Allemands sont là, mais nous continuons à enseigner. J'explique aux enfants que notre région est le cœur industriel de la Belgique et qu'elle sera reconstruite. Même dans les bombes, l'espoir est palpable. Liège en 1942, témoignage fictif d'une résistante de 21 ans. Nous organisons des sabotages dans les usines occupées. Nos actions sont risquées, mais nos voisins nous soutiennent. La Wallonie n'est pas écrasée comme dans d'autres régions d'Europe. Nous résistons et nos industries continuent de produire pour les Alliés. Namur en 1955, témoignage fictif d'un sidérurgiste. Nous a donné des machines électriques et de nouvelles formations. Mon père travaillait encore au charbon, moi je supervise des fours modernes. On sent que notre région peut devenir un modèle pour toute l'Europe. Liège en 1970, témoignage fictif d'une chercheuse en aéronautique. Gosselies devient un centre européen. Je travaille sur des prototypes d'avions avec mes collègues belges et français.
La Wallonie est enfin reconnue pour ses talents scientifiques. C'est une période excitante. Charleroi, en 1955, témoignage fictif d'un entrepreneur dans l'énergie renouvelable. Nous avons créé des turbines pour alimenter toute la région en énergie verte. Les banques et l'État croient en notre projet. La Wallonie n'est plus seulement industrielle, elle est pionnière dans l'innovation écologique. Namur en 2015, témoignage fictif d'un étudiant en cybersécurité. Notre université attire des étudiants de toute l'Europe. Ici, nous formons les experts qui protégeront les données des entreprises et des institutions. La Wallonie a su se réinventer et être à la pointe de la technologie. Liège en 2020, témoignage fictif d'un ingénieur en aérospatial. Travailler à Liège pour l'Agence spatiale européenne est un rêve. Nos satellites sont lancés pour étudier la Terre et l'espace. Je me dis que nos ancêtres, ceux qui ont travaillé dans les mines et les usines, seraient fiers de ce que nous avons accompli. Namur en 2025, témoignage d'une habitant de la Wallonie moderne. Témoignage fictif d'une habitant de la Wallonie moderne. Je regarde nos villes rénovées, nos parcs technologiques, nos écoles et nos universités. La Wallonie est prospère, verte, innovante et ouverte sur le monde. C'est le fruit des siècles d'efforts, de courage et d'audace. Et nous avons su transformer notre destin. Et si tout s'était mal passé pour la Wallonie, quelle aurait été la pire réalité? Voici la chronologie. En 1830, durant la Révolution belge, la Wallonie rejoint la Belgique indépendante, mais les élites locales, trop liées aux investisseurs britanniques, vendent les ressources industrielles à bas prix. Entre 1835 et 1850, les premières industries charbonnières et sidérurgiques se développent, mais la majorité des profits quittent la région. Il y a des salaires misérables, des conditions de travail atroces. Les premières grèves sont écrasées par l'armée et la police. Entre 1850 et 1870, c'est le début du chemin de fer. Les lignes privilégient les transports de matières premières vers les ports flamands, marginalisant les villes wallonnes. Entre 1870 et 1900, l'industrialisation s'intensifie, mais la Wallonie ne bénéficie jamais de la formation des capitales locales. Les ouvriers vivent dans des quartiers insalubres, il y a des épidémies de choléra et de typhus fréquentes. Entre 1910 et 1914, la Wallonie était économiquement dépendante de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. L'État belge investit massivement en Flandre, laissant la Wallonie sous-développée. Durant la Première Guerre mondiale, les villes industrielles wallonnes sont occupées par les Allemands. Les villes servent directement l'effort de guerre allemand. Il y a des réquisitions massives et des famines locales. La reconstruction est lente et la corruption est endémique après 1918. Durant les années 1920, la Belgique privilégie Bruxelles et Anvers pour la reconstruction et l'investissement industriel. Les industries wallonnes souffrent d'un manque de modernisation. Le chômage explose et les mouvements extrémistes se multiplient. En 1930, la crise économique mondiale frappe la Wallonie plus durement que la Flandre. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Wallonie est un point stratégique pour l'Allemagne nazie. Les villes industrielles sont bombardées ou réquisitionnées. La résistance est écrasée. La population est déportée en masse. Les infrastructures industrielles sont gravement endommagées. Les plans, les plans Marshall et les investissements étatiques favorisent la Flandre et Bruxelles. Il y a la fermeture progressive de petites mines et aciéries. Les villes wallonnes stagnent. La population émigre vers la Flandre ou la France pour trouver du travail. Les grandes aciéries de Liège, Charleroi et Serein ferment les unes après les autres. Il y a un chômage massif et une pauvreté urbaine. Les villes deviennent partiellement désertes. Les tentatives de reconversion vers les services échouent à cause du manque d'infrastructures modernes. Dans les années 2000 et 2010, la Wallonie devient un territoire périphérique oublié par Bruxelles et l'Union européenne. Les écoles et hôpitaux manquent de moyens, les transports publics s'effondrent, la population restante survit grâce à l'aide sociale et à l'économie informelle. Les grandes villes industrielles ressemblent à des villes fantômes. En 2025, la Wallonie est un symbole de déclin durable, avec un PIB par habitant moitié moindre que celui de la Flandre et une population vieillissante en fuite constante. Voici les témoignages concernant cette uchronie. Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie. Liège en 1880, témoignage fictif d'un ouvrier sidérurgiste. Je travaille depuis l'aube jusqu'au soir dans cette forge, ce qui ne m'offre rien d'autre qu'un toit au-dessus de ma tête. Mes enfants respirent la fumée et tombent malades chaque hiver. Et pendant ce temps, les patrons anglais s'enrichissent sur notre dos. On parle de grève, mais nous savons que l'armée viendra nous disperser. On n'a jamais rien eu ici, et je doute que cela change un jour. Charleroi en 1916, témoignage fictif d'une mère pendant l'occupation allemande. Les Allemands ont pris nos mines, nos maisons et même nos récoltes. Mon mari a été envoyé travailler dans une mine pour l'effort de guerre. Nous vivons avec presque rien et chaque jour mes enfants demandent du pain que je ne peux pas leur donner. La guerre ne finira jamais pour nous ici. Liège en 1933, témoignage fictif d'un ancien mineur au chômage.
Avant, nous avions nos mines, nos aciéries. Maintenant, tout est fermé. Je passe mes journées à chercher un travail qui n'existe pas. La Flandre a ses usines modernes et nous restons avec nos rues crasseuses et nos écoles fermées. On se sent abandonné par le pays et par le monde. Sera en 1955, témoignage fictif d'un jeune diplômé sans avenir. J'ai étudié l'ingénierie pour aider à reconstruire nos usines, mais toutes les entreprises préfèrent investir à Bruxelles ou en Flandre. Ici, rien ne bouge. Mes amis partent et bientôt je partirai moi aussi. Je ne sais pas si un jour mes enfants verront une Wallonie prospère. Charleroi en 1987, témoignage fictif d'un chômeur de longue durée. Je vis dans un appartement vide, dans un quartier où les voisins partent un à un. Les... Où les voisins partent un à un, les usines sont fermées. Depuis des années, on parle de revitalisation, mais il n'y a jamais d'argent, jamais de projet. Ici, on survit à peine. Liège en 2025, un témoignage fictif d'une retraitée. La ville a changé, ou plutôt elle a disparu. Les rues sont silencieuses et les écoles et hôpitaux ferment les uns après les autres. Les enfants ont quitté la Wallonie depuis longtemps. Je me demande si quelqu'un se souvient encore que nous avions été une région industrielle et fière. Aujourd'hui, nous sommes juste oubliés. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Évidemment, la vidéo n'est pas terminée, l'instant de belgitude n'est pas terminé, c'est juste la première partie qui est clôturée. J'espère que les informations n'ont pas été trop denses. J'ai essayé d'être le plus clair que possible dans ma voix, mais vous voyez que je perds même ma voix tellement que j'ai parlé longtemps, c'est très compliqué de tenir le rythme. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.